Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour une nouvelle semaine en ce 28 novembre et c'est le grand forum pour cette émission quotidienne du lundi au vendredi avec un moment footballistique particulièrement mercredi puisque le LGF sera à l'heure du match, ou plutôt le match sera à l'heure du LGF, France-Tunisie. Dernier match de groupe, en tout cas, est-ce que la Tunisie sortira de la Coupe du Monde avec les honneurs ? Eh bien, on verra en tout cas mercredi entre 16h et 18h, un match que nous vivrons en direct avec des chroniqueurs. J'espère qu'il y aura des supporters français, des supporters tunisiens qui viendront commenter le match avec nous, ensemble évidemment, en direct. Pour l'heure, c'est en ce lundi, le LGF et cette nouvelle semaine qui commence avec, à mes côtés, Amine Sa et lui à la Courneuve. Comment ça va mon Amine ? Très bien et toi ? Bonjour aux auditeurs. Sartek, le Maroc. Merci, c'est gentil. T'es content ? Bah évidemment. Ouais. Évidemment. Non mais Sartek ou mais moi, t'es content ? moi je vais faire la réponse qu'avait je vais faire la réponse qu'avait fait Jamel Debbouze en son époque. Qu'est-ce qu'il a dit ? Entre mon père et ma mère, je choisis pas. Ah ouais ? Ah bah bravo. Bon. Ça, Monsieur Smaïn Tefour, journaliste qui est avec nous. Bonjour Smaïn. Bonjour Christophe, comment vas-tu ? Ça va ? Bonjour à nos auditeurs, ça va très bien Christophe, merci. Bon, Gamal Abina, le pro des pronostics sportifs. Ah, je savais pas trop, hein. J'ai eu raison sur le Maroc, hein. Désolé. Hein. Il a eu raison sur un match, ça y est. C'est le jeu du hasard avec Gamal. Non, j'ai eu raison sur le Maroc, désolé depuis le début. Oui, bah, sur un match. Non, une équipe, pas un match, une équipe. Ah oui, d'accord. C'est sur l'équipe que j'ai eu raison. 2 matchs, ils ont 2 belles victoires. Bon. Un match nul, une victoire. En tout cas, je vous félicite, hein, puisque les supporters marocains, vous ne faites pas que les Algériens. Quand c'est un match, c'est le bordel. Mais non, c'est. Bah quoi ? Bah non, t'as vu ce qui s'est passé en Belgique, à Bruxelles. Tu cherches à gâcher la fête. Tu cherches à gâcher la fête. En Belgique, le pays qui a perdu. Le pays qui a perdu, réfléchissez un peu. Ils sont là, les Belges. Bah, ils sont en Belgique, c'est normal que ça se passe mal. Mais ils sont supposés être civilisés, non ? Bah oui, nous ça s'est bien passé. Moi, j'ai bien tranquille. Je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a eu quelques débordements hier, en effet, mais quand tu vois qu'il y a eu des rassemblements partout dans les grandes villes européennes, là où en tout cas il y avait une diaspora marocaine, et la plupart du temps ça s'est bien passé. D'ailleurs sur les Champs-Élysées ça s'est plutôt bien passé. Donc évidemment on va cibler le rassemblement qui s'est le plus mal passé pour en faire une généralité, ce qui n'était pas le cas du tout hier. Oui, bien que je suis... surtout c'est en Belgique, c'est le pays qui a perdu. Ce genre de débordement, bien sûr. C'est logique. Mais il y a aussi une forte communauté marocaine en Belgique. Ah oui, bah, c'est pour ça. C'est très important de le souligner. Attendez, Tariq Mamine qui veut prendre la parole. Qu'est-ce qu'il y a, Tariq ? Bonjour. Bonjour Christophe. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Non, mais ce que j'ai à dire, c'est que là, moi, je regarde le foot comme tout le monde. J'espère que toutes les équipes maghrébines fassent au mieux, par sentimentalisme et pas par raison. Et africaines également d'ailleurs. Et j'y viens, et pareillement pour les équipes africaines. Mais quand je vois des jeunes, qu'ils soient algériens, tunisiens ou marocains, qui n'ont jamais foutu le pied dans ce pays et qui ne pourraient pas y vivre, revendiquer une fois par an le drapeau du pays de leurs grands-parents, je trouve ça ridicule. Ça veut dire qu'on a un problème d'identité qui dépasse le football. Ça, c'est mon point de vue. Et donc, ce qui s'est passé hier à Bruxelles est intolérable. Il s'est passé à Bruxelles parce que la majorité des belgo-maghrébins sont d'origine essentiellement marocaine. Et s'ils étaient à Paris, le bordel aurait été à Paris. Donc il n'y a pas de demi-excuse. On a assisté avec Foubram Hasmaïl, il le sait Christophe, au fameux match France-Algérie avec Zidane au Stade de France. Le match a duré en gros 1h20 et les débordements ont duré 1h30. Donc ça, on ne peut pas transmettre aux jeunes générations ce sentiment. On doit regarder avec fierté le pays de ses parents, mais regarder chez soi et pas sortir dans la rue pour foutre... ce que je ne peux pas dire sur France Maghreb. Voilà ce que j'avais. Foutre le bordel, voilà. On a dit qu'on ne dit pas les gros mots. C'est pas un gros mot, c'est un mot un peu dans le dictionnaire. C'est un gros dévoyé. Il est d'usage. Il y a plein de gros mots dans le dictionnaire. Hein. Oui, bon, toi, t'es pas le dernier, hein, mon vieux. Ah, si, foot le boxon. Attention. Voilà, le boxon. Si tu veux que je sorte les coulisses, si je veux faire un montage un jour sur les coulisses, Gamal, t'es mal, man. Ah non, au contraire, je suis fier. Gamal, t'es mal, c'est pas mal. Pas mal. Ah ouais. Ça rime bien. Il fait des poèmes, Christophe, sans le savoir, quoi. C'est ça, sans le savoir. Il fait de la prose. Allez, on y va. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2.
On verra tout à l'heure les performances footballistiques de Gamal Abina, apparemment le poulpe de 2022. Hein. Le poulpe Bah oui, c'est comment il s'appelait l'autre là qui faisait les pronostics là, C'était le C'est poulpe. le poulpe. Ouais, bah, c'est je ça. sais pas. Le poulpe Mais attends, algérien. Mais comment peut-il parler alors qu'il s'est planté sur le Maroc? Il y a eu 2-0 dans le mauvais sens, désolé de te le dire. Il a Bon, dit- le il a poulpe. dit que dans le Par match- exemple, là, je vais dire la Non, Tunisie ce soir peut-être se faire déchirer par la France. Déjà, elle joue pas ce soir, c'est C'est mercredi. 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 Mais bon, Non, ce soir, on verra. c'est le grand match. Non, mais c'est Non, calme-toi, Christophe, on il verra a fait tout à l'heure. Il avait un vrai faux pronostic. Il a dit dans ce match, il y aura un 2-0. Oui, à l'envers. C'est ça. Mais il n'a pas précisé. C'est ça. Non, mais le problème de Christophe, c'est qu'il est expert en foot, mais il connaît pas l'équipe du Maroc. Alors, moi, j'ai vu l'équipe du Maroc en Coupe du Monde il y a 4 ans qui s'est fait Sartek, voler. Qui Gamal. s'est fait voler sa Ouais. victoire parce qu'ils ont triché 2 fois. Un penalty refusé, un penalty contre eux. Ça, je l'ai vu, ça. Les mecs jouent très bien. Il y a une super équipe. Et ne dis pas, Christophe, que le Maroc a bien joué. J'ai et rien que... dit. Si, tu l'as dit tout à l'heure. J'ai dit rien. On balance. Il a dit que le Maroc avait bien joué parce que les Belges ont mal joué. C'est pas vrai. Les Belges ont tout donné et ont perdu. Ah non, ils ont pas tout donné. Ils hein. ont C'est tout vrai que tu donné. connais Ils pas ont les tout- Belges, Ah, mais ils bon. ont tout D'accord, donné. non, arrête. non, non. Ils ont tout donné. Allez, Par- allez, par- votre par nationalisme contre, maghrébin par- commence à Mais- me non, non, dire non, non, l'expérience. non, Franchement, je vous le dis honnêtement. Vive le Vous avez- Maghreb. Vous avez aucune. Par contre, je Oui. veux saluer mes confrères du journal Le Monde. Dans un article, je ne sais pas si c'est de bonne foi ou de mauvaise foi ou si c'est trompé, le journaliste écrit « Les démons marocains ont battu les diables belges. Non, il se moquait. c'est parce Non, que- je sais Oui, pas. ils se moquent parce que c'est les diables rouges, les Belges. Oui, mais pourquoi Donc il c'est- dit les démons Bah, marocains parce que justement, c'est les diables rouges ont été battus par les démons. Ils se sont Bon, moqués allez. d'eux. Et moi, comme journaliste, j'étais un peu à l'école, je mettrais démons entre guillemets. Ah, il y a que les Quand- journalistes qui vont Ah, à ils ont pas mis l'école. guillemets, ça se Non, mais Ah, t'arrives dans pas l'école- Non, là-dessus, dans c'est l'école vrai. des journalistes. Ah, c'est d'accord. ça. Ok. Ouais, les guillemets auraient été Euh, je suis d'accord. Tout à l'heure, donc, pronostic sur les matchs de demain. Et d'ailleurs, sachez que demain, c'est le premier jour des derniers matchs. Des derniers matchs de chaque groupe. Donc, tous les cool. groupes vont jouer en même temps les 2 matchs. D'accord? Parce que vous savez, depuis la règle d'ailleurs, et d'ailleurs, c'est une histoire avec l'Algérie, cette histoire qui avait été Les volée 3 points. en 1986 ou 82? 82, voilà. L'arbitrage Bah, de la- de la honte, depuis Christophe. chaque fin de groupe, de match, enfin de groupe. Ça fait un ça cas se de fait jurisprudence. en simultané. Absolument, Simultanément. absolument. Ouais. Et Sauf c'était. que ça règle pas le problème en réalité, c'est une fausse bonne idée parce que en Oui. réalité l'information suis est d'accord. transmise Oui, mais aux bon, joueurs pendant la première mi-temps, simultanément. oui, mais pendant la première mi-temps, ils peuvent pas tricher. Bah Ça, si, Oui, mais il y a si quand on même leur transmet. l'information en permanence. Oui, Ils mais sont, c'est plus compliqué ils parce sont, que moi, quand il je y a un me but d'un souviens- coup, c'est pas la même chose. Oui, c'est vrai, ça règle un peu le problème, mais ça règle pas le Non, mais Par c'est exemple, pour dans le ça, ils ont groupe pas- de l'Allemagne, si l'Espagne s'entend avec le Canada, ils peuvent faire éliminer l'Allemagne, tu vois. Oui, mais ils jouent en même temps, c'est compliqué. Bah on oui, peut mais je arbitrer sais, tout. mais ils se tiennent au courant. Avant, ce qui se Gamal. passait, Se c'est tiennent au qu'un courant. match la veille, non, mais quand on se rencontre et qu'on se met d'accord pour voir comment se fait le match, Ah oui. c'est pas la même chose qu'au téléphone. Ah où oui, ils ont oui, gagné. bien sûr, bien Oui, sûr. oui, oui, oui. oui. Non, mais parce Bon. que c'est pour ça d'ailleurs que la FIFA et Mais ça influence le jeu, ça que je veux dire. c'est pour ça qu'ils mettent maintenant les derniers matchs Oui. au même horaire. Eh, mais Donc non. l'arbitre, je veux dire l'entraîneur, il peut avoir l'information Bien sûr. pour la donner à ses joueurs, mais on ne peut pas concocter quelque chose. Oui, il peut pas y avoir d'entente, il peut pas y avoir d'entente. D'ailleurs, une des réussites du Maroc, hein, ça a l'air de rien, hein, parce que ça compte, on l'a vu avec un match récemment avec Il l'Algérie. demandait la nationalité, lui. hein. Non, je suis maghrébin, j'ai pas de problème. Moi, dès que je vois un pays arabe gagner, je suis content. Si le Qatar gagne, je fais la fête. C'est hein. mon cas aussi, Gamal. Totalement. hein, donc. Mais ce qui se passe, parce que moi je suis pas un arabiste, donc l'idée du Moi, je suis Maroc, maghrébin à la c'est base, pas la hein, politique, c'est le voilà. peuple qui compte. Je me sens tunisien tout autant Tout marocain à fait. qu'algérien. Pourquoi le Maroc est un Et- pays arabe? Bien sûr. Enfin, berbère, Évidemment, c'est moi, vrai. Berbère, Arabo-musulman, c'est plus ça. Ouais, Arabo-musulman, mais c'est on va- très bien ouais. dit. Alors Voilà. simplement pour dire quoi? Pour dire qu'ils ont bénéficié d'une chose géniale au Qatar, hein, ce qui n'aurait pas été le cas dans un autre pays, c'est que l'arbitre était mexicain, donc il avait aucune raison de faire passer Ouais, une et puis les équipe ou l'autre. Il a bien supporters, joué là. ils jouaient à domicile, les Marocains, hier. C'était magnifique. Oui, oui, c'est vrai, Ouais, il y c'est avait beau. 30 C'est beau. 30 000 spectateurs magnifique. Incroyable. sur Ah 40 000 Mais Excellent. nous Alors, verrons dans un instant moi- que ce n'est pas les plus nombreux. Vous verrez. Moi, j'ai regardé sur des télévisions qataries. C'est-à-dire la joie qu'il y avait dans j'allais dire, dans Pour les videurs, l'environnement bien sûr, oui. officiel des responsables du Qatar quand le Maroc marque un but, on dirait qu'ils se sont transformés en Marocains. Et Mais donc, il y avait une joie des organisateurs. C'est comme s'ils disaient, pourvu qu'il y ait une équipe arabe qui gagne. Mais Burj pour Al aller- Arab, Ouais. Burj Al Khalifa, Ouais. ils ont mis le drapeau marocain. Mais il Ouais. faut savoir une chose, c'est que la victoire du Maroc, parce que bon, Christophe, il peut dire je connais pas, mais je connais le classement quand même. La Belgique, ouais. c'est le deuxième pays meilleur au monde en Oui, classement. tout ça. absolument, Gamal Abina. Et donc Bravo. la Belgique a été battue par les Marocains et le signal est très fort pour les équipes qui arrivent derrière parce qu'ils ont vu le jeu qui était de qualité et surtout les Marocains ils portent les espoirs de quoi? Du monde arabe évidemment. On voit bien le Qatar comment il Commencer par le réceptionne. Maghreb. Oui, le monde arabe. Le Le Maghreb, c'est le Maghreb, monde arabe. oui. Oui, donc c'est le monde arabe. Puis c'est la nation mère aussi. Absolument. De La nation mère, ça va de monde soi. arabe, vouloir monde se arabe. mélanger Tout à avec fait. le monde arabe, des arabistes, des. Non, c'est pas les de arabistes. Dubaï, C'est une euh, civilisation Ça, l'arabe. je crois que vous avez un l'arabité. sérieux problème d'identité, mais bon, c'est là, pas on grave. le Ça s'appelle- sectarisme, là. Donc t'es Hein. pas européen, Christophe, c'est bien. Des C'est une peuples- civilisation, je suis désolé de te dire. des Oui, peuples. et alors? Une civilisation, Qu'est-ce que c'est. t'as en commun avec un mec saoudien, toi? Qu'est-ce que t'as en commun avec un Qu'est-ce que t'as en Koweïtien? commun avec un grec? Hein? Voilà. Franchement, Qu'est-ce que à t'as en part commun avec un religion, Autrichien vous dites n'importe Qu'est-ce que t'as en quoi, commun avec un monsieur allemand? Abila. On parle la même langue,
langue, on a la Ouais. même culture, la même religion. Alors, Toi, ça- t'as rien de commun avec le grec. Voilà. Alors ça, Donc, ça, bah, c'est c'est- une Les démonstration. yaourts, C'est les du yaourts. grand Alors, n'importe Le quoi. yaourt, le yaourt. yaourt. Il a un point commun, le yaourt. les mêmes voitures que les Ukrainiens. Voilà, c'est Moi, ça. je me rappelle d'une phrase de Séguin. On était à Marseille et il dit dans un grand colloque, moi, j'ai tout à voir avec le pourtour méditerranéen, Oui, mais il est où j'ai les tunisien. mêmes C'est couleurs, vrai. les mêmes odeurs, les mêmes Oui, trucs. il- Attendez, il est né en et j'ai Tunisie, ce- non mais par ailleurs, Tunisien. non mais méditerranéen. Et il dit mais par ailleurs, je n'ai rien à voir avec un Suédois ou un C'est Polonais. logique. Quand on s'assoit et qu'on met à manger, je regarde, je ne mange pas. Donc voilà ce qu'on partage, cher que ça. Ça, la Bon, langue, la allez. culture, la civilisation. Ouais, stop. C'est Mais bon, attends, c'est et pas le Maroc porte les Ouais, espoirs c'est de bon, toute et l'Afrique. t'as été payé combien Toute pour l'Afrique. parler, tu vas citer combien de fois le Maroc là, aujourd'hui? Mais parce c'est que quoi j'aurais aimé citer la Tunisie, mais pour l'instant, ils sont ridicules. Et Ouais. il va partir en vacances en Maroc. Ah ouais, non, mais il veut s'offrir des bonnes vacances, là, ça y est, Non, on t'a- non, t'es non, bon, non, t'inquiète. Ah, non, non, non. désigné Gamal comme représentant. Ah ouais, officiel bah et là, c'est clair, ambassadeur hein. du- Mais moi, C'est clair. Khaled, hein. Mais moi, j'ai jamais caché mon soutien du Maroc depuis 20 ans, hein, c'est pas Non, d'hier. mais Oui, c'est alors. une sottise que de mépriser un voisin, en plus. Et de qui parle de surcroît. méprise, là? Non, non, mais parce que Le là, mépris, pardon. on est obligé d'adhérer, on est normal. obligé de soutenir cette équipe. Et comme a dit si bien Gamal, on est de la même culture, on parle la même langue, on partage pratiquement la même géographie. Je ne vois pas pourquoi je ne soutiendrais pas le Maroc. Il y a un point sur lequel on n'est pas d'accord, c'est Harira Shorba. Non, nous à Oran, on fait Harira. Non, nous à Oran, on fait Harira. En plus. Ah si, on fait Harira, Ah, nous c'est- à Oran. ok. Voilà. On a déjà dit qu'on Eh, il était est prêt à vous céder 16h14, on a Voilà. plus le 14 couscous, minutes. la halera, tout ce que vous voulez. Le mais couscous, soutenez c'est le Maroc. berbère, mon cher Amine. Ouais, c'est- bah, calmez-vous, allez. Cadeau. Cadeau. On est prêt à toutes les concessions là. Cadeau tant qu'on a la Coupe du Monde. Bon, allez, stop. Est-ce qu'on parle foot? Oui, mais on parlera On parle tout à que de l'heure ça, à la du fin de foot. l'émission. On va pronostiquer sur les Là, derniers abordons les matchs choses sérieuses du alors. groupe A et B demain, donc Vous êtes tout à l'heure en fin intenables d'émission. aujourd'hui, Le zapping, non pas le zapping, pardon, le quiz, sans oublier la battle tout à l'heure, inflation, carburant. Est-ce que retour des Gilets jaunes est-il possible? C'est la question que je vous pose aujourd'hui et à laquelle vous répondrez. On fera un petit tour par le Secours Islamique France qui organise. Alors attendez, ils sont extraordinaires au Secours Islamique France comme dans toutes les organisations. Le Giving Tuesday, franchement tout est en anglais, c'est magnifique. C'est une opération qui aura lieu demain à l'international pour sensibiliser les donateurs à travers le monde entier. Imad El Kouki Alors, sera avec nous tout à l'heure pour nous en parler bien c'est sûr. normal, Islamic France, c'est Islamic Relief à l'origine. Ouais. C'est un groupe anglais. Giving Tuesday, c'est ça? Giving Tuesday. Ouais, Vous parlez de c'est Thanksgiving ou quoi? Ouais. Thanksgiving, Thanksgiving. ouais, voilà. Ah oui. Dites-le C'est bien. Thanksgiving, c'est un truc Ouais, c'est américain. Thanksgiving, Ouais, bah c'est bien. Donc, qui est à la base une fête irlandaise. hein. on Voilà. continue. Après, Voilà. on a Qu'est-ce que je veux dire exporté aux États-Unis. On va parler aussi de. Ben justement, on reviendra un peu sur l'opération du Maroc avec les auditeurs au 01 40 33 9000. Le Maroc qui a fait une belle opération, il faut le dire, hier et qui pourrait peut-être terminer première du groupe et éviter le gros du groupe de l'Allemagne ou de l'Espagne. En l'occurrence, éviter l'Espagne, ça serait préférable. Sinon, c'est retour à la maison. Oh Pratiquement là là, sûr. prétentieux, il est tout à l'heure foot. Tout de suite, et puis évidemment, on fera un point sur la situation en Ukraine parce que vous avez remarqué, on n'en parle pas trop. On essaiera ouais, d'ailleurs Coupe de du joindre l'ami Dupuis qui est à Kiev, qui est arrivé hier sous la neige Non. à Kiev. Mais j'ai vu les chars, ouais. Voilà. Alors, sinon, dans les clins d'œil, en 1960, c'est la Mauritanie qui devient indépendante. 1960. Devient une république indépendante. Et qui fait d'ailleurs aussi partie du Maghreb, on a tendance à l'oublier. Hein Non, Ça, le c'est coup, vrai. Et ça Ça, s'appelle c'est la vrai. République arabe de Mauritanie, musulmane de Mauritanie. je crois. Avec la Libye. Avec La la Libye, Libye, absolument, 5 pays. Mais quand on Le parle du grand Maghreb, Maghreb. c'est toujours les mêmes. Algérie, Maroc, Tunisie. En fait, on parle de l'arabe du Maghreb, de l'immigration. Oui, ouais, absolument. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, 1969, une loi est adoptée en Italie légalisant le divorce. En 1969, c'est pas si vieux que ça. Voilà. Sophia Loren qui a dû contourner la loi donc, pour divorcer, je ne sais pas si vous le savez ou pas. Non, je Parce savais qu'à un pas. moment donné, elle est tombée amoureuse d'un autre homme et elle Ah, voulait ça peut divorcer arriver. avec son mec. Ouais. Donc Parce- comme parce les que- catholiques interdisaient le Voilà, divorce, on appelle ça Ouais. le mariage catholique, c'est-à-dire Absolument. un mariage à vie qui Ouais. ne permet pas la pour le dissolution meilleur et du pour le mariage. pire. ouais. Ouais, qui ne permet pas la dissolution du mariage. Sinon, en 2000, c'est le Parlement néerlandais qui adopte une loi sur la légalisation du cannabis. Oula. Ah, il a envie, hein. Non, non, pas du cannabis, pardon. Il vient d'en De fumer l'euthanasie, une, c'est pour ça. faisant ainsi les Pays-Bas comme étant le premier pays à autoriser cette intervention médicale, l'euthanasie. On en parle, je rappelle, en ce moment. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, un homme politique qui est né aujourd'hui, un ancien Premier ministre. Il est né en Seine-Maritime. Édouard Philippe. Et Édouard Philippe, il est jeune, 52 ans, Édouard Philippe. Ah ouais. Ah ouais. Ça se voit pas avec sa barbe. Ouais, oui. Par contre, il a la barbe Il fait très très vieux, blanche. ouais. C'est une C'est vitiligo. pigmentation maladive. Ouais, c'est vitiligo. Et puis, il est né en 1947, nous a quitté bien trop tôt, un grand monsieur des talents bien entendu, monsieur Michel Berger, Ah ouais. Ah oui. père de Starmania, 86. bien sûr. Il est né en 1947.
Et évidemment, il nous a quittés, laissant derrière lui de nombreuses chansons telles que celle-ci, qu'on va écouter en extrait sur France Maghreb 2, avant, dans un instant, de partir au Qatar pour parler... Tiens, alors, qui sont les supporters les plus nombreux au Qatar ? Eh bien, on verra cela. Et puis, on parlera aussi du Qatar qui exporte du lait. Ah, vous le saviez pas, ça. Avec Ouda de Radio Oryx à suivre. Du lait de Chamel. Ouais, c'est ça, les de Chamel, ouais. Et cette petite fille qui joue, qui ne veut plus. Nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans l'émission Le LGF, comme tous les jours, évidemment, de 16h à 18h sur votre radio. On part direction le Qatar, les amis. À l'occasion du mondial, découvrons chaque jour le pays organisateur grâce et avec la collaboration de la radio francophone Oryx FM au Qatar. France Maghreb 2, Oryx FM, une chronique quotidienne à retrouver dans le Grand Forum. Et nous sommes en direct avec Ouda de Oryx FM. Bonjour Ouda. Oui, bonjour à tous. Bonjour Ouda, alors comme le veut la tradition avec Thierry d'habitude qui est parti aujourd'hui en tournage, quelle est la météo à Doha aujourd'hui ? Il fait très très beau, il fait 26 degrés depuis ce matin et c'est franchement très agréable. On imagine. Alors, on en a parlé la semaine dernière à plusieurs reprises. Messieurs, est-ce que vous savez qui sont les supporters les plus nombreux au Qatar ? Je pose la question à mes chroniqueurs d'abord, avant de savoir s'ils ont la bonne réponse. Amine, d'après toi ? Bah moi j'avais pensé que c'était le Maroc, mais D'accord, ce visiblement, n'est pas le Maroc. mais on est dans le top 3 il me semble. Smaïn ? Pardon, j'étais ailleurs. Oui, non, sois là mon vieux, il y a l'émission là. Quels sont les supporters les mieux représentés au Qatar, les plus nombreux ? À mon avis, c'est peut-être les Marocains, je dirais. Je viens de dire que non. Gamal Abina. Il n'écoute rien. Gamal Abina. Les c'est qui ? Brésiliens. Les Brésiliens, ce n'est pas les Brésiliens. Tarek Mami. Bah, les Qataris. Eh ben, ce n'est pas les Qataris. Ouda, qui sont les supporters Oui. Qui sont les supporters les plus nombreux au Qatar ? Alors juste une petite mise au point, Amine avait raison de dire que c'était les Marocains, mais c'est tout faux, hein, c'est pas les Marocains, parce que quand on voit les stades et quand on voit les rues de Doha avec les supporters marocains, on se dit c'est eux qui sont plus nombreux. Eh ben non, ce sont Non, eh ben d'abord les Saoudiens. Voilà, les Saoudiens, Ah oui. messieurs. Bah, c'est les voisins. Non, parce qu'ils ont gagné surtout. C'est Non, ça mais qui les a rendus fous. Bah oui, mais les C'est Saoudiens. oui. terrestre. En C'est même les temps, c'est à voisins. quelques. Ils prennent leur voiture et Ouais, ils ils prennent leur viennent, voiture, quoi. bien sûr. Oui, c'est clair. la proximité. Exactement, Oui. exactement. Le Qatar est une péninsule et la seule frontière terrestre, c'est avec l'Arabie Saoudite. Et en effet, les Saoudiens sont venus en voiture ou par bus ou j'en sais rien, hein, mais ils étaient hyper nombreux. Ils représentent 11% des supporters. C'est une bonne nouvelle pour les relations Oui, entre c'est une le bonne chose. Qatar Je suis d'accord. et l'Arabie Saoudite. L'Arabie. Au moins au niveau des peuples, parce qu'on a connu la crise, c'est tant mieux. Ils sont réconciliés depuis. Voilà. hein. Absolument. Ouais, depuis un petit moment déjà. En deuxième position, il y a l'Inde. Ah. Et pourtant, l'Inde ne fait pas Alors, partie les des travaux, grands c'est mondes, parce hein. qu'ils travaillent. La diaspora et les Voilà. travailleurs sont comptés là-dedans. Oui, c'est clair. Et alors, Voilà. Il me d'ailleurs, semble qu'ils l'Inde. 9%. quand même. 9%. Ils soutiennent qui l'Inde Et ils soutiennent un peu tout Mondial. le monde. Ah ouais. Mais tout le monde, hein, tout le monde. Hein, je Ouais, les ai vus. c'est dans les supporter stades. Il y en a un peu chez nous, il y en a un meilleur peu partout en fait. Chaud, calmez-vous. Ensuite. Mais ces chiffres ne représentent pas la diaspora, les Indiens qui vivent au Qatar. Hein. Ça représente Oui, en bah fait oui. Ils sont les plus nombreux que visiteurs. les autochtones. Ah, après, de l'autre côté, les Indiens jouent pas beaucoup au foot. Donc, Oui, mais ça Voilà. n'empêche pas que je sois supporter. Les Indiens à 9%. En troisième position arrivent les Américains des États-Unis. ouais, Ah bah, oui. ils ont une belle Ils équipe, sont- c'est pour ça. Ils sont à 7%. Ah oui, 7%. Ah, ça fait Ok. plaisir. Ça veut dire que le Ouais. foot monte. aux J'allais États-Unis, dire c'est que c'est un problème de pouvoir d'achat, sauf que les Indiens ne rentrent pas dans cette catégorie. Donc il y Ben non. a un mystère à nous Et expliquer. les chiffres sont tirés des entrées, c'est ça? Pour la Coupe du Monde? Non, oui, c'est la Qatar Tourisme hein, qui a fourni ces chiffres officiels. Parce que la différence avec On les a un Marocains, problème, c'est là. qu'il y a beaucoup de locaux en fait. Il y a beaucoup de résidents. Non, mais apparemment, ils ne sont pas comptés. Oui, c'est ça. Donc Oui. c'est pour ça que ça Non, peut- non, c'est vraiment les la touristes. donne, ouais. Oui, c'est vraiment les C'est le touristes. passage à la frontière, quoi. Donc on rappelle un premier C'est ça. Saoudien, deuxième Inde, troisième États-Unis. Excellent. Voilà, en quatrième position, il y a le Mexique, Ah ex oui. aequo avec le Royaume-Uni. Ils sont Ah à ouais. 6%. Mexico, ouais.
Ouais, c'est étonnant. voilà. Et en 5e position, eh ben, c'est les Argentins. Ils sont à 4%. Ah, ils Et vont on bien les pleurer, voit, là. hein, les Argentins, dans les rues de Doha. Ah oui, ils font du bruit. Bah oui. Il pleure Ils beaucoup. font du bruit, ils portent leur maillot, enfin leur tenue là, tous les jours, matin, midi et soir. Ouais. Et ils sont Ils savent partout. plus. En plus, il fait chaud. Hein. Formidable. Bon, bah, c'est pense parfait. que- Donc, ni les Français ni les Marocains sont dans le Non. quintet, quoi. Non, voilà. Non, non, pas du tout. Bon, très Voilà, bien. voilà. Alors c'est- pourquoi cette C'est les illusion- chiffres de Pour- Qatar Tourisme. En fait, Pourquoi cette illusion de présence marocaine dans la rue? Mais c'est le cas parce qu'en fait, il y a Mais parce beaucoup qu'ils font de du Marocains qui bruit. vivent là-bas, qui sont Ah, résidents au ah, Qatar. voilà, les Voilà. sauvages. Ils font du bruit, les sauvages. Et puis, ils font plus de non, bruit que mais- les autres. c'est Bah vrai. oui. C'est Puis ils ça. sont en rouge surtout. Chut, Le rouge, Ouda, c'est- Ouda. Oui. Oui, non, mais faut se faire une place avec les camarades. Alors, Ouda, Oryx FM, la J'entends. radio francophone du côté du Qatar. On voulait parler d'un autre sujet maintenant, après avoir parlé des supporters, on va parler de lait. Oui, justement, c'était le sujet qu'on a choisi et on a choisi de mettre l'accent sur Beledna. Est-ce que vous connaissez Beledna? Est-ce que ce nom vous Beledna, parle? non. Moi, je ne connais pas, mais peut-être que mes camarades Il a connaissent. dit, mais pas Beledna. Je connais. Non. Non, personne C'est connaît. le Bon. Blédina Alors- du Qatar, c'est ça? Non, je vais vous raconter l'histoire de Beledna. C'est une entreprise emblématique du Qatar, l'histoire d'une belle réussite en fait, qui reflète la volonté du pays de diversifier son économie et son ambition de partir à la conquête économique du monde. Au commencement, c'était une petite ferme, hein, c'était vraiment une toute petite fermette, on va dire. Beledna, une société par action, elle est devenue célèbre depuis le 5 juin 2017. Vous en parliez tout à l'heure, c'était la date du blocus, du siège qui a été imposé au Qatar par les pays voisins. Et avant le siège, le Qatar dépendait énormément des importations des pays voisins, et notamment de l'Arabie saoudite, surtout pour ses approvisionnements en produits agroalimentaires. Et avant le siège, en fait, Beledna, donc, je vous le disais, n'était qu'une petite ferme d'élevage qui s'intéressait essentiellement aux moutons et aux chèvres. Avec la crise diplomatique, ces entrepreneurs ont vu une opportunité et puis en quelques mois, ils ont construit de grandes étables qui disposent d'immenses salles de traite rotative et ont fait venir près de 4000 vaches par avion. Ça vous dit quelque chose quand même. Ouais, Ah c'est oui. énorme, c'est énorme. Non, mais c'est énorme, c'est J'espère- extraordinaire. Ils Ouais. ont pas Réussite. payé les billets, les vaches, mais c'est Extraordinaire. excellent. C'est excellent. Et ça a été, les vaches ont pris l'avion, ont pris Qatar Airways pour venir de pays européens, des États-Unis et du Canada. D'autres milliers de vaches ont ensuite fait le voyage, mais cette fois-ci par bateau. L'objectif était d'abord de répondre à la demande de lait frais et de produits laitiers, d'atteindre l'autosuffisance et ensuite, en troisième position, d'exporter le surplus. Aujourd'hui, Beledna compte 24 000 vaches installées dans 40 étables, des étables qui comportent un système de refroidissement de l'air pour assurer bien sûr leur bien-être pendant les mois les plus chauds. Et la production est diversifiée. On a du lait frais, du lait UHT, des produits dérivés du lait comme le laban, la crème fraîche et plusieurs types de fromages. Et il y a aussi des jus. Alors, Beledna a développé sur son site un restaurant, un centre de visiteurs et puis un centre de loisirs, etc. Et puis les gens, c'est la sortie en fait. On va à Beledna pour visiter la ferme, mais aussi pour manger, pour regarder un peu ce qui s'y passe. Alors, c'est un investissement au départ de 800 millions de dollars et en moins d'1 an, le Qatar est devenu autosuffisant en produits laitiers et exporte son lait dans une dizaine de pays, dont l'Algérie, hein, puisqu'il va y avoir un mémorandum d'entente qui va être signé. Et l'Ouzbékistan, il y a aussi les Philippines, il y a aussi la Malaisie et puis l'Indonésie. Bon, je vais très vite hein, sur ces mémorandums d'entente et sur les produits Beledna qui sont exportés vers ces pays. Au début du mois, Beledna a reçu pour la 2e fois consécutive le prix de l'investisseur du Moyen-Orient. Pour rappel, hein, juste un petit détail, Beledna a été fondée et cotée à la bourse du Qatar en décembre 2019 avec un capital autorisé de 1,9 milliard de rials qataris et un nombre d'actions négociables de 14 milliards 250 000 actions.
Voilà. Incroyable. Quelle Maintenant, belle vous histoire. savez tout. Et on sait tout. Extraordinaire. Grâce à vous, en tout cas, merci beaucoup, Ouda, pour Je ces vous en informations, en tout cas, et on va pouvoir goûter donc ce fameux lait, et on saura que Il est c'est. très bon, hein, Ouais. cela Ah dit oui, en passant. il est très bon, bah Ah oui. oui, oui. Alors, en même temps, Franchement. si les vaches ont voyagé à bord de Qatar Airways, j'imagine, hein, parce que c'est vrai que le confort est quand même, faut le dire, c'est une compagnie vraiment avec un confort extraordinaire. Alors, juste un Exactement. détail, en Suisse, avec la radio numérique, un promoteur a demandé l'autorisation pour créer une radio musicale avec les musiques que les vaches entendent dans les prairies. Et il a ben constaté, donc en faisant tourner cette musique, cette radio Le d'âme, lait était meilleur. Et la il viande donnait meilleure. plus et de meilleure qualité, puisque bien qu'ils soient dans l'étable, les vaches ont l'impression qu'ils sont dans la prairie en Mais plein du air. coup, est-ce qu'elle rejette plus de méthane? Est-ce que c'est le plus gros pollueur aujourd'hui Ah bah, de l'Edna? Ah bah ça, je sais pas. Oui. Ah bah ça, Ah, je car- sais Parce qu'avec pas. 24 000 vaches, ça Ouais. fait quand même un peu de méthane. Ce qui est Bon. intéressant, c'est. Roda n'a pas Même été beaucoup. jusqu'à là pendant l'enquête. hein. Non, Mais mais en ce qui, tout- ce qui oui. est intéressant quand même, c'est de rappeler que Je vous dirai ça une autre fois. Mais en tout cas, sachez qu'elles sont bien entretenues. Je les ai vues, hein. Elles sont très bien entretenues et elles sont dans des espaces, enfin, j'allais dire climatisés, mais pas climatisés à fond, hein. Bon, je vais encore attirer des foudres sur Non, ça, non. mais bon. Non, mais il y a Il une fait chose chaud. que. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais Il c'est fait normal, chaud. c'est normal. C'est le gaz qui fait la climatisation, c'est pas non plus très polluant. Mais plus sérieusement, par rapport C'est à le gaz ça. du méthane. Non, Rejeté par les c'est vaches. pas au méthane. Mais par contre, félicitations aux Qataris parce qu'ils ont montré l'exemple à d'autres pays qui ont du mal à diversifier. Ils ont été mis sous embargo et immédiatement, il y a une réaction très positive. Donc la brouille diplomatique a été bonne alors. Oui, ça leur a été profitable Ça a parce qu'ils permis que- ont C'est un mal diversifié. pour un bien. Ça voilà. a un mal pour un bien. Et Tout à ils fait. ont failli avoir un canal pour être séparés, pour ne plus être C'est une l'Arabie Saoudite qui presqu'île, voulait. mais une île. Mais sans savoir. Et d'ailleurs, quand on entend aujourd'hui la guerre d'Ukraine, la Russie, la Russie a produit son autosuffisance alimentaire après l'embargo 2014. qui a été fait par l'Occident et elle a donc atteint ce seuil d'autosuffisance et d'exportation, notamment du blé. Donc des fois, l'embargo a Et du bon. On va remercier Ouda, merci Bon, beaucoup. bien sûr. Merci encore. Merci à vous. Très bonne soirée. Merci Merci. beaucoup, Merci, bonne bonne soirée soirée. du côté de Doha et à demain évidemment. À l'occasion du mondial, découvrons chaque jour le pays organisateur grâce et avec la collaboration de la radio francophone Oryx FM au Qatar. France Maghreb 2, Oryx FM, une chronique quotidienne à retrouver dans le Grand Forum. Le LGF, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec aujourd'hui monsieur Amin Sa, élu à la Courneuve avec Smaïn Tefour, journaliste, avec Gamal Abida, fondateur du MDC, avec Tarek Mami aussi qui est avec nous aujourd'hui pour évidemment on puisse parler et on essaie de joindre notre ami Emmanuel Dupuis qui est arrivé à Kiev hier sous la neige. Il paraît que ça caille dur hein, là-bas. Évidemment. Donc pour l'instant on n'arrive pas à le joindre. Hein. Peut-être qu'il y a peut-être plus de courant, c'est peut-être pour ça. Non, il y a toujours un qui avait pas. Quoi qu'il arrive, où en sommes-nous? Parce que c'est vrai qu'on a moins mis le focus là, pour la guerre en Ukraine ces derniers jours. Les bombardements se poursuivent, Gamal. Ouais. Pas plus tard que la fin de la semaine dernière où la Russie a tapé fort encore sur l'Ukraine. Et on indique aussi que du côté de Kherson, que les Ukrainiens avaient récupéré récemment, finalement la population est en train de fuir parce qu'il y a des bombardements sur Kherson sûr. qui ont lieu. Gamal, où en est-on aujourd'hui, clairement? Simplement, le problème, c'est que il y a les informations de médias qui sont engagés en propagande, et on le voit en France, malheureusement, et il y a la réalité de terrain. La réalité de terrain, c'est que les Russes, qui annoncent tout ce qu'ils font, d'ailleurs, ils n'ont pas menti, on dit qu'ils ne lâcheraient pas Kherson. C'est clair et net. Ils considèrent que c'est une ville qui est annexée. Elle a fait son référendum. Ils ont considéré que c'était validé. Donc aujourd'hui, Kherson appartient, c'est Kherson d'ailleurs. Et Kharkiv ou Kharkov, version russe, appartient toujours aux Russes. Donc ils ont reculé pour mieux sauter. Ils sont de l'autre côté du fleuve Dniepr. Mais lorsqu'ils vont revenir, et ils vont revenir, on le sait très bien, ils vont taper extrêmement fort. Il ne faut pas oublier qu'il y aura 550 000 hommes sur le terrain et que les Russes ont très mal vécu la contre-offensive ukrainienne qui a coûté quand même la bagatelle de 9 000 soldats ukrainiens, entre 9 et 10 000, on n'a pas le chiffre. Donc aujourd'hui, les Ukrainiens s'attendent à une offensive très forte. Et là où ils sont inquiets, ce n'est pas tellement l'offensive russe, parce qu'il va y avoir des résistances, c'est que les Américains sont en train de les lâcher. Il commence à avoir des chefs d'état-major qui disent que ce n'est pas une guerre gagnable, qu'il vaut mieux composer avec la Russie et que le froid arrivant, ça profite à plein aux Russes. Donc aujourd'hui, la crise qu'il va y avoir est une crise à la fois évidemment énergétique pour l'Ukraine, mais surtout une crise littéralement humanitaire, parce que les gens qui ne peuvent pas se chauffer, qui risquent de mourir de froid, vont partir. Il y aura des transferts de population considérables sous les bombes. C'est ça qui est inquiétant.
Smaïn, toi qui suis aussi l'activité, la guerre en Ukraine, mon Smaïn, est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Gamal? Tu souhaites rajouter quoi là-dessus? Enfin, pour revenir, je ne sais pas si vous avez remarqué, je partage, l'avis de Gamal, mais par contre, je voulais revenir sur un point, sur Zelensky. Zelensky, ce personnage ubuesque. Hein. Parce que ce Zelensky, on le voit de moins en moins, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il est de moins en moins visible à la télé depuis que les Américains lui ont remonté les bretelles. Donc, lui ont remonté les bretelles par rapport justement à ces mensonges médiatiques, quand il avait nié comme quoi c'était pas sa défense qui avait lancé les 2 missiles, d'ailleurs dont on ne trouve pas un des missiles brusquement. D'ailleurs, on se pose la question pourquoi on n'arrive pas à le trouver, sachant qu'il y a eu donc une commission d'enquête pour déterminer l'origine des tirs. Mais pour faire court, les tirs sont nul doute donc ukrainiens. Zelensky voulait impliquer les Américains et les Européens dans sa guerre. Malheureusement, il a voulu dépasser la vitesse du vent. Il s'est tout de suite calmé. Les Américains donc n'ont pas du tout apprécié. Et quand on a vu justement le point de presse qui a été, le point de presse avec comment on appelle ça, Austin Lloyd, le ministre du Pentagone, on va dire, et donc le chef de l'armée américaine, Mark Milley, qui disait il fallait oublier donc les terres annexées par les Russes et qu'il fallait aussi s'attendre à ce qu'il y ait une offensive cet hiver. Je reprends ce que disait Gamal parce que c'est comme ça que ça va se passer. Donc Zelensky, avec ces 10 conditions qu'il avait posées pour justement négocier, c'est pas tenable. Les Américains sont en train de le lâcher et s'il insisterait encore plus, je suppose qu'il va être viré comme celui du Yémen, qui a été viré au même titre que Zelensky, qui va peut-être connaître ce sort pour la simple raison qu'il est en train de rentrer en rébellion contre ses parrains politiques. Très bien. Amin Sarr, sur la guerre en Ukraine. Moi, je pense que la détermination de Poutine a eu raison de l'obstination de l'Occident. Là où on pensait que c'était un conflit qui ne durerait pas, on sent bien qu'il est en train de durer. Le soutien à Zelensky devient de plus en plus compliqué, notamment compte tenu de ce qui a été rappelé à l'instant sur les fameux missiles, etc., sur les sorties parfois hasardeuses. On voit même maintenant Zelensky s'adresser directement à des élus locaux. Enfin, ça devient quand même un tout petit peu compliqué cette affaire. Et je crois que Vladimir Poutine va profiter notamment de l'hiver qui est en train de s'installer pour accentuer l'offensive et je crois qu'il est dans l'optique de plier cette affaire au plus vite parce qu'il n'a pas non plus envie de s'enliser là-dedans et d'y passer tout l'hiver, mais je crois qu'il a compris qu'il y avait une faiblesse de la part des Occidentaux dans la manière dont ils se mettent en recul vis-à-vis de Zelensky sur la question de leur adhésion à l'Europe, à l'OTAN, etc. Et je crois que c'est le moment pour lui sans doute de frapper fort. Il l'a dit d'ailleurs, les installations notamment électriques continueront d'être assénées pour plonger l'Ukraine dans la plus grande difficulté. Et donc la visite, je crois, d'Emmanuel Macron aux États-Unis prévue dans les prochains jours. Oui, début décembre là. Voilà, début décembre, va à mon avis servir notamment à remettre un petit peu les pendules à l'heure, parce qu'on est en train de se rendre compte quand même ici en Europe. Macron pèse quelque chose encore? Alors Macron peut-être pas. Histoire, hein. Macron peut-être pas, mais l'Europe de manière générale, ça pèse encore quelque chose. Ah bon? Et on est en train de se rendre compte quand même que ce conflit voulu et initié et même parfois suscité par les États-Unis, on le subit davantage que ceux qui en sont les premiers responsables, et en l'occurrence les Américains. D'ailleurs, il faut rappeler une chose importante, parce que j'ai eu l'occasion d'en parler sur une chaîne de télévision arabe. La question qui se pose aujourd'hui pour les Européens, puisque c'est les Européens qui sont les plus principaux perdants dans l'histoire, c'est que les Américains, qui sont de véritables petits démons, on va dire, économiques, ont réussi à séduire des entreprises allemandes et européennes, parce que évidemment l'énergie coûte moins cher aux États-Unis, donc il commence à y avoir une délocalisation au profit de l'Amérique. Et ça, la Commission européenne s'en est rendu compte. Ouais, et le gaz de schiste. Les objectifs de la guerre ont été atteints. On a acheté un gaz dont on ne voulait pas depuis des années. Et deuxième chose, par rapport à l'offensive, il faut savoir une chose, c'est que la stratégie russe, elle est très claire. Ils ont reculé
pour écraser. Pourquoi ? Parce que en Reculer Russie, pour mieux sauter, on appelle ça. non, pour écraser là pour le coup, parce qu'ils vont pas sauter, ils vont écraser. Ils tiennent le ciel. Ils ont attendu que l'hiver arrive pour que les Ukrainiens s'enlisent littéralement. Ils détruisent les centrales thermiques pour faire de l'énergie électrique. Donc ça signifie que les Ukrainiens ont froid et n'ont pas les moyens de se défendre. Ouais. Ils ont perdu l'espace aérien, c'est les Russes qui le tiennent. Ils ont perdu l'espace en termes de contrôle de missiles, n'ont pas les moyens de contrer les missiles russes qui sont très précis. Et surtout, et c'est là où ça va être le plus impressionnant, c'est que, je rappelle quand même, c'est vrai que les journalistes français ont tendance à délirer, la guerre se passe en Ukraine, elle ne se passe pas en Russie. C'est-à-dire que les Russes n'ont aucun impact en termes économiques ou en termes de destruction ou en termes de difficultés. L'approvisionnement est permanent par le sol, ils ne sont pas inquiétés en ce qui concerne la logistique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Ukraine est en difficulté grande, s'endette de façon abyssale, et les États-Unis, c'est vrai de l'avoir rappelé à l'instant, qui commencent à douter du sérieux de Zelensky, commence à envisager la fin de la guerre parce que Zelensky a fait une grosse faute, très grosse faute politique. Il faut rappeler quand même, tous ici, on vit tous sur Terre évidemment, cet homme a poussé, à la suite de son histoire de missile, son contre-missile qui s'est planté en Pologne, et a poussé les Occidentaux à faire la guerre aux Russes. Donc, il aurait été prêt à faire la guerre mondiale, avec 2 puissances nucléaires. Donc moi, je me demande vraiment si Zelensky n'a pas un problème psychologique, parce que quand on pousse les gens à la guerre, au risque de l'atome, c'est un homme très dangereux. C'est-à-dire que personne ne voit. Mais au-delà, il l'a dit quand même. Il a dit, faites la guerre. Je voudrais juste revenir sur un point par rapport à Zelensky. Zelensky, pour moi, c'est un homme de paille, pour la simple raison qu'il a été donc mis au pouvoir par les Américains. Oui, parce qu'il y a eu un renversement, il faut l'appeler ainsi. Oui, ça ne s'est pas passé autrement. Donc on a imposé cet homme, sachant pertinemment qu'il allait être la marionnette entre les mains des Américains. D'ailleurs, les Américains, pas plus loin qu'il y a un mois de cela, il y avait Shoigu, donc le ministre de la Défense russe, qui a rencontré donc son homologue Austin Lloyd. Ils ont discuté de l'avenir de Zelensky. Et Zelensky, justement, encore une fois, risque justement à ce qu'il soit carrément viré. Oui, mais le fait d'être marionnette n'empêche pas le fait que c'est un être humain qui est comme nous, qui vit humainement, et qui a appelé 2 puissances nucléaires à se faire la guerre. Donc non, il s'est pris au sérieux, ce mec. Ça change rien. Au départ, c'était juste une marionnette. C'est parce qu'il a fait ça. Parce que les Européens lui donnaient beaucoup d'importance. Oui, mais c'est parce qu'il a fait ça. Qu'aujourd'hui, nous autres, ici en Europe, nous sommes, d'ailleurs, pas plus loin que ce matin, Stoltenberg, il avait dit que les peuples européens étaient en train de payer le coût de cette guerre. Oui, le plus grand belliciste qui soit. Donc, cet homme, ce matin, avait carrément reconnu publiquement que les Européens, enfin le peuple européen, était en train de payer le coût cher de cette guerre. Et maintenant, on se rend compte que cette guerre est inutile et elle va pas tarder. D'ailleurs, l'issue, elle se dessine de plus en plus, Christophe. Ah bon ? Oui, tout à fait. C'est la fin, si. 20%. Les Américains ont déjà laissé transparaître cet espoir. Je pense que cette guerre va bientôt finir pour la simple raison. Les élections de mi-mandat non, sont passées par là. c'est même pas ça. Il y a encore parce que la guerre, c'est un projet avant tout. Quand on s'engage dans une guerre, c'est qu'il y a des objectifs derrière, soit par rapport aux frontières, soit par rapport à des ressources naturelles, soit par rapport à une idéologie par exemple économique, ce qui est le cas des Américains. Les Américains, ils ont été atteints. Tu vas dire un mot très juste, Spain. Économie. Oui, sur le plan économique, les Américains, ils ont atteint leur objectif. Ils vendent leur gaz. Merci. Oui, moi je vais te faire du gaz. Dans un instant, Tarek Mabi, qui est écouté religieusement. Bien que nous ne soyons pas vendredi. Évidemment, les propos de nos amis, et il va pouvoir également donner son avis, ainsi que vous, chers amis auditeurs, au 01 40 33 9000. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Où en est-on dans la guerre en Ukraine ? Est-ce qu'on est plus proche de la fin ou alors les objectifs ne sont pas encore tout à fait atteints ? Eh bien, on en reparle avec vous. On a eu l'avis de Amine, de Gamal et de notre ami Smaïn et Tarek Mami qui est avec nous, ainsi que vous, chers auditeurs, auditrices au 01 40 33 9000. Tarek, est-ce que vous pensez, comme nos amis, qu'on est plus vers la fin ? D'ailleurs, Farid Tabsamani l'avait dit ici aussi, que c'était pour lui bientôt la fin de cette guerre. On est vers la fin, quasiment aux conditions premières de Poutine, avec une différence près. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Ukrainiens le savent, les Occidentaux le savent, ce qui a été pris ne sera pas rendu. Notamment la Crimée pour des raisons historiques. Donc le rappel, c'est que c'est l'URSS, c'est la Russie qui a donné tous ces territoires à l'Ukraine d'aujourd'hui, parce qu'elle aurait pu lui donner juste une petite portion. Elle avait, dans un esprit d'équilibre entre les républiques, donné ce truc. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, les premiers objectifs de Poutine sont réalisés, exception d'une région, parce que dans le premier plan, il devait rendre l'Ukraine un pays enfermé,
sans accès à la mer, comme l'Irak, donc avec la prise d'Odessa. Donc aujourd'hui, la stratégie de Poutine est de conserver ce qu'il a, de reculer, parce que vous savez, Poutine et les Russes ont en mémoire les 2 premières guerres qu'ils ont gagnées dans la neige, celle de Napoléon et celle de Hitler. Donc on laisse s'enliser l'ennemi qui avance, même si les Ukrainiens ont l'habitude de cette neige, pour tomber dessus. L'autre objectif qui... Ça veut dire que s'il rentre à Odessa, c'est terminé. Ah ben s'il rentre à Odessa, il aura réalisé ce qu'il veut, il aura fait de l'Ukraine un pays enclavé, et les Ukrainiens ne peuvent plus rien faire sans l'accord des Russes. C'est ça l'objectif qui n'est pas encore réalisé. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, Poutine fait une étude psychologique, c'est un ancien espion, il pense que les Ukrainiens de l'intérieur commencent à avoir marre de leur président Zelensky et de son cinéma. C'est le cas. Attendez, et donc, sur fond, sur cette thèse, il va les mettre dans un froid terrible pour que les gens disent le froid, ce n'est pas Poutine qui en est responsable, c'est Zelensky qui ne veut pas négocier. Et de créer donc une espèce de coup d'État à l'intérieur de l'Ukraine avec le soutien des Américains pour qu'il y ait quelqu'un de plus souple pour dire bon, on reconnaît. Et la première erreur de Zelensky, c'est quand il arrive au pouvoir, il dit qu'il ne reconnaîtra jamais les accords de Minsk. Or, en face de lui, il a un ours qui a des accords et les Américains eux-mêmes, eux avaient un autre objectif, ils s'en foutent de l'Ukraine. Ils voulaient remettre la main sur l'Europe, qui était en train de perdre. Voilà. Et donc, il fallait créer un choc pour remettre la main économiquement et militairement. Sont atteints de Paris. Non, pas de par les Américains. Les objectifs sont aujourd'hui, ils peuvent arrêter la guerre demain, ils ont tout gagné. Et pour les Russes, c'est presque... Voilà. Et pour les Russes... Les Américains, donc ils ont réussi leur pari. Hein. Les Américains, ils ont coupé donc l'Europe quelque part. Oui, non, mais ils n'ont pas coupé, ils ont mis la main, ils ont recontrôlé plus qu'en 45. C'est ça qui est grave. La fourniture énergétique, qui était assurée par les Russes, c'est plus le cas maintenant. Non, mais c'est un des éléments. Ils voulaient reprendre le contrôle total, énergétique, économique, financier sur l'Europe, et même militaire, ils l'ont fait. Et donc, je termine là, si vous permettez. Et donc, pour Poutine, il lui reste, j'allais dire, la blessure Odessa, pour des raisons historiques. Les Odessa ont encerclé, mon cher. Il va l'embarquer, mais voilà. Le jour où les Russes rentrent à Odessa, c'est terminé. La guerre est terminée. La question énergétique, elle se pose, mais pas de cette façon-là. C'est-à-dire que c'est pas que les Américains seront les fournisseurs officiels de l'Europe, c'est pas du tout le cas. L'objectif des Américains, c'est que le pétrole et le gaz soient chers pour pouvoir exploiter le schiste. C'est ça leur objectif. C'est atteint. Ensuite, deuxième chose pour finir, effectivement, les Ukrainiens connaissent le froid, mais comme Hitler, le froid leur coûtera cher parce qu'ils n'ont pas l'énergie. Et Hitler n'avait pas l'énergie pour emmener ses chars à Moscou. Monsieur Gamal Abidal, les économistes disent aujourd'hui que c'est pas forcément cet hiver que nous allons souffrir réellement, mais plutôt l'hiver 2023-2024. Pour les Ukrainiens, c'est différent. Cher Christophe, parce qu'on stocke, parce qu'on a encore un stock suffisant pour cette année. En général. Alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, par rapport à ce qu'on appelle les l'hiver prochain qui risque d'être plus terrible. En fait, on a un stock de 4 mois, ce qui représente l'hiver, en fait. Et donc, d'ici là, on aura arrêté la guerre déjà, Christophe. Alors, non, c'est pas le problème. Ça ne veut pas dire que la situation sera redevenue. Non, la problématique qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, la crise est enclenchée, qu'on le veuille ou non, que les prix sont augmentés, qu'on le veuille ou non, et que la spirale inflationniste va commencer à s'accélérer l'année prochaine. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir une chose, les gens ne comprennent pas. Macron a été c'est un bon alimentaire, il a bien raconté des histoires à Alger, il a dit nous avons 90%, 95% de réserves constituées en gaz, nous ne sommes pas inquiets. Il mentait. Parce que la France a 95%, c'est vrai, en gaz, ou même 100%, ils sont arrivés à 100%, mais la solidarité européenne énergétique avec le système de délestage, qui est obligatoire, qui est négocié depuis longtemps, oblige les Français à fournir de l'énergie à base de nucléaire à ses voisins belges, allemands. Et donc, à partir de là, puisqu'ils piochent dans la réserve nucléaire, si l'hiver devient rigoureux, ce sera sans doute le cas, eh bien, Macron va devoir piocher dans ces fameuses réserves qu'il croit être éternelles. Et donc, l'année prochaine, si jamais le conflit ne s'arrête pas, mais il va s'arrêter parce qu'il y a nécessité... Il va s'arrêter au milieu de l'été prochain. Tout à fait. À ce moment-là, la renégociation avec les Russes ne va même pas se faire. Ça va être immédiat. Nord Stream va être immédiatement réouvert parce qu'il n'a pas été tellement abîmé. Et les Européens ne vont pas pouvoir acheter du gaz de schiste ou du GNL américain. Ça coûte quasiment 10 fois trop cher. La raison économique va prendre le dessus. Tout à fait. Et deux choses, alors, sur le prix des pétroles et sur l'abandon de Kherson, très vite, sur le prix de l'énergie, vous savez que les journalistes qui suivent l'Élysée, et j'en fais partie, sont toujours dans des boucles des échanges avec le président de la République et surtout avec ses conseillers, que ce soit sur les terrains, que ce soit en Zoom et en truc. Et moi, j'ai posé la question clairement pour le voyage du président de la République qui va aller donc aux États-Unis. Est-ce que le président va exiger des Américains pour qu'ils vendent leur gaz de schiste au même prix qu'ils le vendent
aux entreprises américaines parce que le président lui-même avait dit qu'il le vendait beaucoup plus cher. Et donc la question, on m'a répondu à l'envers, mais j'ai compris que la discussion est sur c'est la non table. pour deux raisons. On va tourner autour de... Je vais expliquer pourquoi ça ne peut pas être moins cher, pour deux raisons. D'abord parce que les gaz, ce fameux gaz de schiste coûte cher à l'exploitation. Ensuite parce que les Américains, quand ils exploitent, ils vendent immédiatement, ça ne leur coûte plus rien. Alors que pour l'emmener en Europe, il faut le liquéfier, Absolument. le transporter, donc le coût de transport, et le gazifier à nouveau. Donc là, l'opération est très longue et très chère. Techniquement... Et donc, en tout cas, il coûte beaucoup plus cher que même si on comptait ça. Et donc, ça, c'est la question. Et la deuxième de Kherson, le retrait, en fait, moi, je lis comme beaucoup de monde la presse américaine, la presse russe, traduite en français, surtout en arabe, parce qu'il faut voir la richesse de la presse arabe, surtout du Moyen-Orient, sur cette guerre, avec des éléments... Absolument. C'est carrément une autre version, Tarek. Dont on ne parle pas. Ouais. Et là, en fait, c'est comme un joueur de foot... Après, c'est pas forcément la meilleure non plus. Hein. Non, mais c'est pas la meilleure. Mais ils connaissent bien les Russes. Il y a une analyse plus ou moins objective, parce qu'ils sont loin du conflit, ils ne sont pas impliqués. Autant ils sont fermés sur les dictatures de leur pays, où ils ne parlent pas de la politique intérieure, autant en politique internationale, ils ont une liberté d'expression et d'analyse qui n'existe plus malheureusement. C'est pas Al Jazeera. Non, mais alors, je termine sur le sujet. S'il permet, parce que sur Gaza, parce que c'est plus facile pour les Russes aujourd'hui de bombarder et de contrôler la zone de région sur la rive ouest. C'est plus facile d'être loin que d'être sur place, parce que sur place vous avez des soldats et vous devez donc entretenir. Alors que quand vous êtes de l'autre côté, vous n'avez plus qu'à bombarder les centres. Donc c'est pour ça. Et c'est pour économiser les vies. L'approvisionnement qui se sont déplacés. Et c'est pour ça que le retrait de 100 000 personnes de Kherson, en fait, il soulage et psychologiquement et militairement Poutine et la Russie pour pouvoir continuer cette guerre à distance. Shoigu a expliqué ça justement. Merci d'être avec nous avec Abdel au téléphone 01 40 33 9000. Bonjour Abdel. Bonjour à tous. Alors moi j'ai une question très importante à vous poser à tous. Alors pose ta question Abdel. Vous nous expliquez que en fait cette guerre elle a été déclenchée par les Américains pour des raisons énergétiques pour pouvoir obtenir les contrats qu'ils ont aujourd'hui. Ça on le sait, c'est vrai. Mais est-ce que, et là c'est ma question, est-ce que la vraie raison c'était de ne pas satisfaire un rêve de l'Europe et des Américains? Donc lui il a vendu son pays, il a magouillé avec eux uniquement pour que l'Ukraine rentre dans l'Europe, pour que les Américains puissent enfin, avec l'Europe, s'approcher des frontières russes pour pouvoir mieux contrôler la Russie et en faire ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est pas ça plutôt la vraie raison? Il ne faut pas confondre deux choses. L'adhésion à l'Union européenne et l'adhésion à l'OTAN. Or, l'adhésion à l'OTAN, elle est fermée. Et pour je ne sais pas combien de temps. Dès lors on adhère à l'Union européenne, on est de facto dans l'OTAN. Non, c'est faux. Je vais vous dire pourquoi. C'est faux, la Turquie n'est pas dans l'Union européenne. Le traité européen de la sécurité et de la défense. Non, article 40. Et alors? La Turquie n'est pas en Europe, on est d'accord. Oui, mais et donc l'un n'est pas applicable. Je vais dire pourquoi la Turquie elle est dans l'OTAN. Ils ne sont pas dedans, c'est pas lié. Dans un cas c'est une alliance économique, dans l'autre cas c'est l'alliance militaire américaine. Non, mais ça ce sont deux problèmes distincts. Quand on parle d'Union européenne, on est automatiquement dans l'OTAN. Non, il y a l'article 42 du traité européen de la sécurité qui stipule que tous les membres des pays de l'Union européenne agissent en matière de protection militaire et de sécurité dans le cadre de l'OTAN. Non, monsieur Tarek. Je suis sûr de ce que je suis en train de dire. Ça, c'est le traité. 5 du traité de l'OTAN. 5 et 4. Non, vous avez le 5 et 4. Non, c'est pour parler de la sécurité et d'une action commune. Oui. C'est l'article 5 qui dit ça en l'occurrence. Par contre, l'article 42... On entend toujours l'intervention des Américains et de l'Union européenne, excusez-moi, en Grèce et dans la petite île de Chypre. Non, mais il ne faut pas dire... Non, il n'y a pas d'automaticité. Il y a une aide, il y a un soutien, mais... Pardon, Tarek. Juste un mot. Un mot et je vais fermer la parenthèse. Pour revenir à l'article 5, justement, du traité de l'OTAN. Qui n'a rien à voir avec le traité de l'Union européenne. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Je suis entièrement d'accord. Mais il faut dissocier entre l'article 5 qui stipule qui est une réunion des pays membres de l'OTAN pour décider d'une action commune. Ce qui n'est pas le cas de l'article 42 du traité sur la sécurité européenne, intra-européenne, qui est carrément lié à l'OTAN.
en cas donc de riposte, de défense, c'est l'OTAN qui arrête la stratégie militaire. On est d'accord parce qu'ils n'ont pas de défense commune, c'est pour ça. Non, mais l'OTAN, c'est un organe qui est là pour empêcher. Ce que tu dis que l'OTAN, pour être membre de l'OTAN, il faut être de l'Europe, c'est pas vrai. Non. Il y a des pays qui sont européens. Attends, c'est l'article 42 c'est un lien organique, Gamal. C'est un lien sécuritaire. Mais organique. Non, parce que la Turquie n'est pas membre de l'Europe. Moi, je joue de l'orgue à l'église. Pour répondre à la question. Je joue de l'orgue à l'église. Attends, mais moi aussi, je joue de la talbouka à l'église. Non, pour répondre à la question, il faut quand même répondre à l'auditeur. Donc c'est pas les. Et l'auditeur, il avait raison sur un point. Vas-y, Gamal. C'est pas les Américains qui ont déclenché la guerre, c'est pas vrai. Ils n'ont rien fait pour qu'elle n'arrive pas. C'est différent. C'est bien les Russes qui ont attaqué. Je suis pas d'accord, Gamal. Non, c'est bien les Russes qui tapent. Non, je suis pas d'accord. C'est la vérité. Moi, c'est comme quand j'entends opération spéciale, j'en ai marre d'entendre des conneries. C'est une guerre, c'est tout. Quand on bombarde des gens, c'est ça. Il y avait bien des événements en Algérie pendant 7 ans. Tout à fait. Donc voilà, c'est pareil. Mais pour revenir à la question, donc il a dit oui. Est-ce que les Américains ont encouragé ou ont déclenché la guerre pour se rapprocher des portes de la Russie? Je suis désolé, mais il faut regarder une carte. Je veux dire, l'OTAN est aux portes de la Russie partout, sauf en Ukraine. C'est le seul pays où l'OTAN n'est pas présente. Donc c'est pas une question de proximité, c'est une question de prestige national du côté russe. Alors maintenant, il faut connaître l'histoire de l'Ukraine, la Novorossia. Les Russes considèrent que l'Ukraine, et Kiev en particulier, qui était l'État des Russes, donc, et l'État fondateur de la Russie. C'est une question vraiment de prestige national parce que lorsqu'ils ont lâché l'Ukraine en 17, après la Révolution, et après quand tu l'as lâché en 91, c'était dans les circonstances où la Russie se dégradait. Et maintenant, Poutine, lorsqu'il pousse ses avantages, pas seulement en Ukraine, il l'a fait avec Saakashvili, il l'a fait avec, récemment avec le Kazakhstan, où il est intervenu. Tous ces pays-là sont les pays de ce qu'on appelle la sphère d'influence russe et russophone. Au Kazakhstan, 50% de la population kazakh est russophone. Donc ces questions-là se posent aussi en Ukraine, c'est pourquoi il est intervenu, et c'est pourquoi l'Europe a voulu le bousculer sur ses frontières. Je vous demande de vous arrêter. J'ai un bout d'article, j'aurais pu vous le lire. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça répond en partie à votre question. Vas-y, lis-le alors, rapide. Rapidement, juste la partie qui nous demande. Le renforcement de la défense européenne ne peut pas se faire contre l'OTAN. Il est donc nécessaire pour l'Union européenne et pour ses membres individuellement de s'investir dans l'OTAN pour pouvoir bénéficier de la sécurité. Bravo, Amine. Je remercie Amine. Nécessité faisant loi. Non, parlez pas en même temps, on n'est pas chez nous ici. Non, vous lisez l'article à l'envers. Est-ce que vous qui avez fait le droit. Non, justement, on fait de la géostratégie. Je pense que l'un et l'autre sont pas. Vos deux positions sont entendables en fait. C'est une question d'interprétation de texte. Absolument. Est-ce que cet article veut dire qu'à partir du moment où on est dans l'Union européenne, on est protégé par l'OTAN? La réponse est non. Non, exactement. Non. Moi, je vous contredis. Il faut pour cela être investi dans l'OTAN. Ouais, voilà. Investi dans l'OTAN. Non. L'OTAN a pour vocation. On se mettra d'accord demain, ok? On se voit ce soir, on boit une bière ensemble. Il y a des diplomates qui ont les mêmes désaccords que nous ici. La France, membre de l'Union européenne, avait quitté le commandement unifié, me semble-t-il. J'ai envie de dire, la question se pose pas. L'Ukraine n'est ni dans l'Europe ni dans l'OTAN. Donc la question est vite répondue. Ah oui, de toute façon. Allez, stop. On accueille notre invité. Elle pourrait rentrer dans l'Union européenne. C'est compliqué. Non, elle pourrait. Ça prendra des années. Rentrer dans l'OTAN. Voilà, absolument. Allez, stop, on s'arrête là-dessus. Décidément, il va avoir le dernier mot. Oui, exactement. Et c'est comme ça. Voilà, c'est la démocratie France Maghreb 2, monsieur. C'est comme ça. Ok. Allez, tout de suite, on est avec Imed El Kouki, qui est du Secours Islamique France. Bonsoir, Imed. Bonsoir, Christophe. Bonsoir tout le monde. Comment ça va, mon Imed? Très bien, et toi? Ça fait longtemps qu'on s'est passé. Qu'est-ce que c'est que ce Giving Tuesday là? En fait, on va dire, ça s'appelle la Journée mondiale de la générosité. Donc c'est chaque année. Ouais. Ça se passe un mardi. Ouais. Donc en fait, ça a été mis en place un peu en réponse aux événements commerciaux type Black Friday et Cyber Monday. En fait, l'idée c'est quoi? En fait, l'idée c'est en une journée un peu symbolique, c'est de permettre à tous les individus, les associations, les entreprises, bref, tout le monde de se rencontrer autour d'un objectif commun. Et l'idée, c'est d'encourager le don, dans toutes ses formes, que ce soit don financier, don de vêtements, don de temps, de compétences, bref. Et en cette journée un peu spéciale, on a à peu près le monde entier qui se met un peu à contribution et qui essaye justement à sa manière, à son niveau, à son échelle, de faire un geste de solidarité. Donc c'est bien, j'aime bien le principe, c'est-à-dire que voilà, en ce moment c'est le Black Friday, on voit tout le monde se réfugier dans les magasins sur Internet, et là c'est le Black Friday de l'humanitaire en fait. C'est une journée internationale, donc d'où le Giving Tuesday qui aura lieu demain, ce mardi 29 novembre. Et de quelle manière le Secours Islamique s'implique dans cette opération?
Alors nous, bien évidemment, en tant qu'acteur humanitaire, on s'associe à cette journée et puis on pousse, bien évidemment, tout le monde à se mobiliser. Et cette année, on a voulu mettre la lumière sur les enfants, particulièrement les orphelins, et surtout, j'allais dire, une manière de donner peut-être un peu nouvelle, mais aussi un peu banale et simple, c'est-à-dire, on en avait parlé une fois, c'est-à-dire, on souhaiterait que tout le monde se donne rendez-vous demain, dans la journée, et envoie un SMS. Tout simplement, que chacun prenne son téléphone, au lieu d'envoyer un message, voilà, à sa femme, à son ami, à son collègue, bref, mais cette fois-ci, qu'ils envoient un message, c'est même pas un message, qu'ils envoient un mot, le mot orphelin, donc orphelin au pluriel. Ils envoient que ce mot-là seul, ni rien avant, ni rien après, orphelin au pluriel, et ils l'envoient au 92 001. 92 001, et ça sera l'équivalent d'un don de 5 €. Et tous les fonds collectés pendant cette journée iront à nos actions en faveur des orphelins. Donc vraiment, un geste simple, basique, ça Aussi prend simple qu'un peut-être 3 SMS. secondes à écrire orphelin et de l'envoyer au 92 001. J'espère que, messieurs, voilà, vous qui êtes acharnés à parler de politique, là, vous allez pouvoir mettre votre 5 €. Voilà, 5 € là, pour les orphelins demain. Orphelin 92 001. Voilà, on envoie le mot orphelin au 92 001. 5 €. Et ça se transforme en un don de 5 €. Et si tu me le permets aussi, Christophe, j'en profite aussi, peut-être, je sais que les auditrices et auditeurs de France Maghreb 2 sont très sensibles aussi à la cause palestinienne et aux Palestiniens. Demain, c'est aussi la journée de solidarité internationale en faveur du peuple palestinien. Et pourquoi pas faire une pierre deux coups, le CIF parraine plus de 5000 orphelins en Palestine. Et ce fonds-là permet aussi aux orphelins palestiniens de pouvoir, on utilise aussi ce fonds-là pour améliorer leur vie, leur quotidien. Donc vraiment, on a deux bonnes raisons demain de se mobiliser. D'un côté, une journée un peu internationale symbolique en réponse un peu aux événements commerciaux qui ont lieu le week-end passé. Mais surtout, on a aussi un événement de soutien aux Palestiniens. Et pourquoi pas faire une pierre deux coups. Donc je le répète une dernière fois, demain, mobilisez-vous. Même dès maintenant, mais dans la symbolique, pourquoi pas demain, envoyer un SMS au 92 001, et ce SMS-là, c'est un simple mot, orphelin au pluriel. Et voilà, vous allez pouvoir peut-être aider justement différents orphelins à travers le monde. Merci beaucoup à Imed El Kouki, donc responsable comme au centre au Secours Islamique France, évidemment. À bientôt, Imed. Merci, à bientôt. Et on n'oublie pas donc orphelin au pluriel au 92 001, les amis. Voilà, c'est une bonne idée, moi j'aime bien le principe, je sais pas ce que vous en pensez messieurs, mais c'est pas mal, j'aime bien. Hein, quand il s'agit Tout à fait. on ne peut que cautionner, Christophe. Bah évidemment, évidemment. Orphelin au pluriel, évidemment. N'oubliez pas, orphelin au pluriel. Qu'est-ce qu'il y a, Gamal Abina? Non, je disais, il peut cautionner avec 5 €. Il n'a pas retenu le numéro de SMS. 92 001, monsieur Abina. Voilà. Mais lui c'est une pince, Abina. Pur et dur. Eh, lui c'est une pince, lui. J'ai les il va faire envoyer ça à son frangin, lui. Tiens, envoie ça à ma place. Avant, on appelait ça le crabe. Ouais. C'est plus qu'un crabe. crabe. Le crabe. Ouais. Le pince. Le pince, La crabe. pince, c'est une pince, mec. Ah, bah il faut bien. Bon. Je connais un type, une belle pensée, ça fait 20 ans que je ne l'ai pas vu. Lui, alors, il y avait des gens autour de lui, et les gens venaient toujours lui demander un billet parce qu'il était leur supérieur. Et le mec rentrait toujours sa main dans sa poche droite et il sortait un billet de 20 €. Et il y a un type, il a dit, il y a une pince qui détecte à l'intérieur pour que jamais un billet de 50 € ne sort. Et il a comment ils sont rangés pour que chaque fois qu'il tire, il n'y a qu'un seul billet qui est de 20 €. Voilà, alors, une grande pensée à lui. Absolument. J'espère qu'il va bien. Vous le présenter. Non, j'espère qu'il va bien en termes de santé. Vous savez, nos histoires personnelles sont traversées de ce genre de choses, mais bon. Ouais, c'est vrai. Non, c'est pour ça, ce matin, je viens de recevoir une invitation pour le 18 février. C'était fou, quoi. 18 février, je sais pas où je serais, moi. Il y a quoi le 18 février Je sais pas, je suis invité à un repas. Gamal, ça t'intéresse? Tu es avec moi? Ça m'intéresse, très bien, merci. Reste avec nous dans un instant. Alors, inflation, carburant, salaire, est-ce qu'un retour des Gilets jaunes est-il possible? Une question. Bah oui, c'est une question qui va nous faire débattre. 79% sur Twitter pensent que oui, les Gilets jaunes peuvent revenir. Sous cette forme, en tout cas, telle qu'on les a connus. Vous votez en tout cas sur le grand forum FM2 sur Twitter. Et on en parle dans un instant dans le débat avec Amine, Smaïn, Tarek et Gamal Abina en direct. Et vous, évidemment, chers amis auditeurs, au
1 40 33 9000. Et puis on retrouvera Mam pour la belle histoire des génériques consacrée à Beverly Hills et le quiz bien entendu. Et on terminera par un peu de football avec les pronos pour les derniers matchs du groupe A et B demain. Ah, il y a des belles affiches, notamment aux États-Unis, Iran et Pays de Galles, Angleterre. J'aime bien, c'est pas mal. On y reviendra. Alors j'ai appris, moi, il y a 2 jours que Pays de Galles, c'est Wales. Wales. Bah, on apprend tous les jours. Même en arabe, on dit Wales. J'ai appris ça. Et Wales, c'est surtout le pays d'origine des Le Pen et des Bretons en général. Ah, oui, tout à fait. Oui, c'est des Celtiques. Absolument, c'est les Celtiques. Oui, absolument. Les Gaéliques, allez, dans un instant. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, le Grand Forum. J'espère que vous allez tous bien avec Aminsa et lui à la Courneuve, avec Smaïn Tefour, journaliste, avec Gamal Abida, fondateur du MDC, Tarek Mami, également journaliste avec nous sur France Maghreb 2. C'est parti pour la battle. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Je suis contre la peine de mort. Oui, il y a une fracture sociale forte. Travailler plus pour gagner plus. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Parce que c'est notre projet! Alors évidemment, on en parle depuis un petit moment et c'est vrai que la crise étant là, beaucoup se posent la question des analystes, journalistes, mais aussi des gens de la France qui regardent et scrutent et se disent mais qu'est-ce qui se passe? Le prix augmente, le carburant, les salaires n'augmentent pas, l'inflation est là et pourtant le peuple reste bien gentiment à subir. Est-ce que ça va durer? C'est la question évidemment que l'on se pose aujourd'hui au vu de tout ce schéma, de tout cet échiquier que je viens de présenter, carburant, salaire, inflation. Est-ce possible d'un retour des Gilets jaunes, ceux qui avaient débuté leur mouvement il y a 4 ans maintenant, en 2018. Est-ce que cela vous paraît possible dans cette configuration telle qu'on l'a connue ou d'une autre manière, peut-être plus violente, ou peut-être même peut-on assister à un mouvement à l'échelle par exemple de tout un continent. En Europe, on sait que dans quelques pays, aux Pays-Bas par exemple, il y a beaucoup de manifestations. On sait que ça commence à contaminer certains pays. Alors, est-ce qu'on peut imaginer un retour des Gilets jaunes? Est-ce que c'est possible? 79% y croient sur Twitter. Gamal Amina, est-ce que tu y crois au retour des Gilets jaunes? Alors, je ne sais pas si ce sera un retour des Gilets jaunes sous la forme Gilets jaunes, parce qu'ils ont quand même mangé sévèrement les Gilets jaunes avec ce marqueur. Par contre, des mouvements sociaux violents, oui, c'est probable, parce qu'on nous annonce officiellement, et je tiens quand même à clarifier la situation, parce que les gens ne se rendent pas compte des réalités. Quand on fait tous les courses, on se rend compte qu'il y a un problème. Il n'y a pas une augmentation de 10%, c'est pas vrai ça. Les statistiques données par l'INSEE sont fausses. C'est des augmentations qui vont de 50 à 200%. On est sur des proportions délirantes, je veux dire. Je suis d'accord. Et je prends rien que l'exemple de la baguette. Est-ce que vous savez que la baguette de 90 centimes, elle passe à 1 euro? 1,10 €. Eh bien, c'est 1,10 €, t'es gentil. Ouais. Ça veut dire que l'augmentation en pourcentage, si on fait un calcul de pourcentage, quand on fait 10%, c'est juste 9 centimes d'augmentation. Là, on les a largement dépassés. Donc, pour vous dire qu'en coût moyen, comme on commence à toucher aux aliments de base, les gens vont commencer à comprendre que leur pouvoir d'achat non seulement fond comme neige au soleil, leur épargne fond comme neige au soleil, puisque les comptes sont toujours pas rémunérés, mais surtout que la paupérisation va s'accélérer avec l'augmentation délirante des coûts de l'électricité. Donc, le risque réel... Et du gaz. C'est pas qu'il y ait des manifestations coordonnées entre pays européens, j'y crois pas une seconde. Ouais. C'est qu'il y ait des manifestations violentes par pays européen qui vont faire un effet de boule de neige sur d'autres pays européens. Et le phénomène gilet jaune, qui était un phénomène particulier, c'est pas un phénomène de gens pauvres qui manifestaient. Le gasoil était largement moins cher à l'époque. Tout à fait, mais ça c'est un prétexte en réalité. Ouais. Le phénomène gilet jaune, c'est les gens de la classe moyenne, de la périphérie des grandes villes, qui ont commencé à se rendre compte qu'ils ne comptaient pour rien. Et c'est ça qui les a énervés. Et quand, Gamal, quand? Mais à l'époque... Non, mais quand il risque d'y avoir... Alors moi, je pense que les premiers mouvements sociaux ne vont pas arriver avant le printemps. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est dur de manifester en hiver, il faut être honnête. Hein. Ouais. Et ensuite et surtout parce que c'est au printemps qu'on va mesurer la perte de pouvoir d'achat. Et à ce moment-là, il y a fort à parier qu'ils reviennent. Alors, il y a eu une manifestation des Gilets jaunes pour les 4 ans, vous vous rappelez. Elle a quand même existé, ce qui est quand même assez exceptionnel, alors que c'était quasiment interdit. Mais les mouvements de masse sans les Gilets jaunes risquent d'aller beaucoup plus loin que les Gilets jaunes parce qu'il n'y aura pas du tout de coordination entre eux. Ouais. Aminsa, est-ce que tu penses à un retour possible des Gilets jaunes voilà, peut-être dans la configuration où on l'a connu ou pas d'ailleurs, dans d'autres manières, ou comme l'imagine Gamal? Est-ce que tu es d'accord avec lui?
Moi, je ne crois pas ni à un retour des Gilets jaunes, ni à une quelconque mobilisation d'ampleur qui pourrait être, comment dire... Et pourquoi, Aline ? Mais je vais expliquer pourquoi. Tout simplement parce que je pense que le pays aujourd'hui est compartimenté. Là où le premier sujet, on l'a vu d'ailleurs pendant la dernière présidentielle, était celui du pouvoir d'achat, en réalité, il n'a pas été au cœur de la campagne parce qu'on a réussi à mettre au devant de la scène les débats sur l'identité, sur l'immigration, sur la sécurité, etc., etc. Et du coup... Finalement, je crois que c'était voulu. Le fait de compartimenter comme ça les communautés pour éviter qu'elles fassent finalement masse et communauté nationale, et ça a été voulu pour justement éviter qu'on arrive aujourd'hui à ce type de mobilisation. Et puis je rappelle quand même ce que disait le président de la République il y a pas si longtemps, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Oui, et ça je crois que c'est une non, mais il faut voir quand même les crises qu'il a traversées, la crise sanitaire, la crise des Gilets jaunes, l'affaire Benalla et d'autres, McKinsey, vous avez vu ce qu'il dit. Oui, mais ça c'est de l'arrogance. Non, mais juste pour vous dire que c'est peut-être de l'arrogance, mais cet homme-là, ça fait aujourd'hui presque 6 ans qu'il est au pouvoir, même plus si on compte ses années au ministère de l'économie, et il est quand même dans une situation où il arrive à faire passer à peu près tout. Il vient de dépenser 1 milliard d'euros avec des cabinets de conseil. C'est du jamais vu. Même Bruno Le Maire reconnaît qu'il y a eu des abus. Hein. Alors il reconnaît ça, c'est une stratégie quand il fait ce mea culpa en disant on a dépensé beaucoup trop d'argent. En réalité, le sujet il est pas là. Le sujet il est pas dans le fait d'avoir dépensé de l'argent. Bien sûr, on peut se poser la question même de la quantité. C'est dans quelle mesure, de quelle manière ça a été fait. C'est ça la question. La question qui est posée, c'est est-ce que on a attribué des marchés publics suite à un soutien du cabinet McKinsey qui aurait envoyé son armée de conseillers faire la campagne de Macron. Il est là le sujet. Que l'on ait recours à des prestataires, que ce soit des conseils. Quand on construit des hôpitaux, des écoles, des universités de Soulet, on fait appel à des entreprises, on fait pas construire par nos fonctionnaires. Donc c'est exactement la même situation, mais de quelle manière ces attributions ont eu lieu? Et il est là la question, et je pense que le mea culpa de Bruno Le Maire, c'est une espèce de poudre de perlimpinpin pour rappeler ce que disait Emmanuel Macron. Tu ne crois pas en conclusion? Je ne crois pas un seul instant. Les gens sont dans une léthargie totale. Ils sont incapables aujourd'hui de penser collectif. Ils ont mangé, il y a eu et des puis yeux, en plus, ils ont eu l'exemple des Gilets jaunes qui n'a servi à rien, donc ils n'ont aucune raison aujourd'hui de se mobiliser. En définitive, il n'y a rien, effectivement, ça ne servira à rien. Il ne se passera rien. Peut-être l'escroquerie du grand débat et encore. Spahid Teffour, est-ce que pour toi, les Gilets jaunes vont renaître de leurs cendres? Non, je ne crois pas, pour la simple raison qu'ils n'ont pas bénéficié du soutien médiatique qu'il fallait à l'époque. On était beaucoup plus du côté du pouvoir, c'est-à-dire du côté de Macron. Ils ont fait leur travail. Pourquoi? Parce que, si je puis dire, il y a une petite oligarchie médiatique qui est en train de, si vous voulez, de mener la danse, pour la simple raison que ces gens-là, ils ont une doctrine qui fait que vous avez donc raison par définition en parlant de l'État, et que le reste de la population n'a pas raison parce qu'ils sont dans la rue, parce qu'ils sortent un peu du cadre, on va dire, légal qui est consacré donc aux manifestations, ce qui n'a pas été le cas parce qu'on a un peu déformé les objectifs des Gilets jaunes. À l'époque, on les a même traités d'antisémites. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Tous les mots. Voilà, on les a traités de tous les noms. Ils ne sont pas traités de tous les Gilets jaunes. Il y avait des antisémites. Vous vous rappelez de l'histoire de Fickelkrot, comme quoi il y avait un homme qui l'avait accosté et tout ça. Bon, maintenant, pour revenir donc au fond des choses, les Gilets jaunes ne vont pas revenir au sens qu'on connaît, mais il y aura peut-être, il est vrai, des manifestations, comme disait Gamal. Pas sporadique, tout dépendra de la conjoncture, parce que là, on va beaucoup plus vers, on va dire, des moments de tension. Pourquoi? Parce qu'il y a une inflation galopante, et même si on nous dit comme quoi il y a 8% d'inflation, il est vrai que Gamal, tout à l'heure, l'a très très bien donc, soulevé, on est au-delà de... Mais largement, il suffit chiffres officiels. Et maintenant, le français, c'est vrai que le français... Même la viande, hein. Oui, tout. Surtout la matière première. La volaille. Mais les produits de première nécessité. De toute façon, quand l'énergie est touchée, c'est fait boule de neige. Après, les spéculations. C'est effet domino, ouais. Ouais, tout à fait. Donc, on risque de connaître un scénario si... on va dire l'ambiance générale, surtout au plan européen, parce que comme en Hollande, par exemple, en Allemagne aussi, on commence à sortir en Allemagne. Les Allemands vont manger. Hein. Oui, tout à fait. Les Allemands, ils sont même en train de reprocher au chancelier allemand si vous voulez, son soutien à l'Ukraine. Il y en a même maintenant des Allemands qui dénoncent ce soutien.
indéfectible. Bon, moi, toi, Yamine, vous êtes donc vous ne croyez pas. Gamal, il croit peut-être un petit peu. Non, je ne crois pas. Les gilets jaunes, mais pas le mouvement social. Moi, je mets un autre mouvement social. Je vais dire simplement un Tariq truc. Pami, j'aimerais d'abord. Yamal Amida, s'il vous plaît. Merci. Priorité aux anciens, s'il vous plaît. Tariq Pami, est-ce qu'il y a un mouvement des gilets jaunes ou voilà, un mouvement social, mais est-ce que les gilets jaunes ou similaires peut renaître justement au travers de cette crise économique qui va pas tarder d'arriver, parce que pour celles et ceux qui croient qu'elle est là, elle n'est pas encore là. C'est vrai. Alors, je ne crois pas du tout, et je ne veux pas revenir sur les arguments. Ça, c'est radical. Non, mais je ne crois pas du tout. Il y a une espèce d'apathie sociale en ce moment qui frappe Jean-Michel d'ailleurs. Qui frappe, oui, tout à fait apathie, oui, qui frappe les esprits et qui fait qu'aujourd'hui, celui qui va faire grève ou celui qui va bousculer, s'il fait grève, il perd des journées de salaire, il ne peut plus se le permettre. Et s'il descend le samedi après-midi, il risque de se retrouver avec un flashball. Donc aujourd'hui, voilà. Donc nous sommes dans une situation qui fait qu'en un mot, je ne crois pas trop, je l'espère, pour le bon mouvement social et la contestation et les demandes et les exigences démocratiques, mais je ne crois pas du tout. Moi, je quand même rappeler une forme de résignation quand même. Dans oui, mais ça, la résignation en mai 68, c'est ça. La résignation en mai 68 où la France se portait très bien, on était en pleine Trente Glorieuses, ça a sauté. Il faut jamais oublier l'état d'esprit du Français en règle générale, c'est qu'il encaisse. C'est docile quand même. Comment ? Non, pas du tout. En ce moment, on a l'impression. C'est le pays d'Europe qui manifeste le plus. On a du mal à entendre ça. Les Gilets jaunes sont nés en France, l'augmentation des blacks. Alors, si vous voulez qu'on rentre dans ces débats. Oui. Allons-y, rentrons dans ces débats. Mais je voudrais finir mon propos quand même, c'est important. Ça pourrait revenir, mais j'allais dire pas à court terme, pas dans 6 mois, pas dans un an. Il faut qu'il y ait d'autres choses qui viennent de l'extérieur. Mais justement, moi, je ne pense pas qu'il y ait besoin de tout cela, parce que ce qui a été le facteur déclenchant de Gilets jaunes, c'est une augmentation ridicule de l'essence. Oui. On n'était pas sur quelque chose de fort, on est sur une ambiance générale qui pesait. C'est pas fini, Gamal, si tu me permets. Les aides de l'État se terminent le 31 décembre. Et les aides de l'État vont s'arrêter, les contrats aidés pour l'embauche vont s'arrêter, les aides directes aux entreprises dans le bâtiment vont s'arrêter. Il y a beaucoup de tout ce qui est optimisation. Il y a de nouvelles mesures qui vont être annoncées d'ici peu. Oui, quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte va s'arrêter, c'est ce qui a été dit. Mais il faut savoir une chose, on peut acheter la paix sociale pendant quelques mois, mais le pays surendetté... Mais on n'achète pas la paix sociale, Gamal. Aujourd'hui, nous sommes dans un esprit de résignation. Il faut que ça rebondisse. Je ne crois pas. Je crois que ça reparte. Je crois une chose, c'est que les Gilets Regardez les débats à l'intérieur de la CGT. On n'y arrive pas. Les Gilets jaunes, comme je disais, ça s'est parti sur rien. Sur un mouvement... Non, mais je finis, on n'y arrivera jamais. Aujourd'hui, la situation est délétère, et j'ai envie de dire simplement, c'est que les mouvements insurrectionnels, les mouvements de violence, les mouvements de guérilla, les mouvements de bagarre et de manifestations violentes ne démarrent pas sur une question d'essence. Ça, non. On est d'accord. Quand les gens commencent à se dire qu'ils ne peuvent plus manger normalement, qu'ils ont du mal à se chauffer, donc on parle des besoins primaires, c'est Maslow, d'accord ? Quand les gens commencent à être inquiétés, non pas sur leur avenir, mais sur leur présent, ce sont les conditions optimum pour obtenir un mouvement insurrectionnel. J'ai envie de dire que, par exemple, l'Angleterre, nous vivons ces conditions depuis 3 ans. Non, je finis. Oui, mais il n'y avait pas ces conditions dégradées. L'Angleterre, ça fait 40 ans que Thatcher est parti quasiment, ne manifestait plus, ils ont manifesté. C'était un phénomène. L'Allemagne manifeste en faveur des Russes. La Hollande, ça manifeste partout. Alors je ne crois pas que la France, qui est quand même, et c'est important de le rappeler parce qu'on entend de s'oublier, le pays qui a créé la Révolution française, qui s'est battu pour le pain. Le peuple voulait du pain. Aujourd'hui, le pain augmente. Donc les gens vont finir par se dire il y a un problème. Ensuite, même si Macron a des moyens de répression élevés, finir par. Ils vont pas, mais pas si loin. Ils n'ont pas de brioche à offrir. Hein. Pas si loin. Moi, je pense qu'il y aura un mouvement violent au printemps. J'en suis certain, parce que, en dépit de la peur, quand on a faim, on a encore plus peur de la faim que des flashballs. Alors, il y aurait peut-être quelque chose si le président de la République venait à être obligé à faire une dissolution. Non, mais attendez, non, si, parce que là... Le peuple ne s'intéresse pas à la politique. Non, mais c'est pas qu'il s'intéresse. De moins en moins, en tout cas. Mais quand vous avez une dissolution, vous avez des tribunes d'ouverture, et il y en a qui pourraient descendre pour en profiter pour vendre un message. Aujourd'hui, pour moi, il y a une espèce de résignation. Il n'a pas... Moi, je fais les supermarchés. En France, j'ai vu ce que j'ai vu en Tunisie. J'ai vu dernièrement dans les supermarchés, les gens s'arrêter au stand des fruits, regarder le tarif. Et là, je sais pas. Et passer sans dire un mot. Ou rendre des produits à la caisse. Non, mais sans dire un mot. Oui, c'est-à-dire est-ce que vous croyez vraiment que des gens qui subissent ça, au bout d'un moment, n'en ont pas marre? Ils vont finir par péter un câble. Pourquoi? Parce que le problème, c'est le moment. Je vais donner une configuration simple. La configuration n'est pas compliquée. C'est vrai, Amine, les gens vont se faire la guerre entre eux. Amine, tu as raison sur un point. Pendant la campagne, ils ont enfumé avec l'extrême droite pour empêcher le débat social.
C'est pour ça qu'ils l'ont fait. Il n'y a plus de campagne. Zemmour était ridicule, on n'en parle plus. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la question sociale est prégnante, on ne parle que de cela. Et moi, j'ai envie de dire simplement, c'est qu'un pays, et ça rappelle vraiment les années 30, je suis impressionné parce que l'Italie passe au fascisme, l'Allemagne, ça ne va pas. La France aussi. En France, mais sans gilets jaunes et sans violence dans la rue. Oui, mais en France, on passe à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Oui. Quand les deux extrêmes sont si importants à l'Assemblée, et ils sont importants aujourd'hui, ils n'ont jamais été aussi puissants, ils sont puissants. Oui. Quand ces deux extrêmes se représentent à peine 30% de l'Assemblée. Ils sont puissants, ils n'ont jamais eu ça. C'est la première fois de l'histoire de France depuis la guerre. La Seconde Guerre mondiale, c'était les communistes qui étaient puissants. 20%, pas plus. Aujourd'hui, il y a deux gros partis d'extrême qui sont à l'Assemblée. Eh bien, quand ces conditions sont réunies sur le plan politique et sur le plan social, ça peut que exploser. Ouais. Je ne crois pas, sincèrement, pour terminer sur ce sujet. On peut en parler parce qu'aujourd'hui. On verra de toute façon. Non, mais on verra. On est là pour débattre aujourd'hui et tant qu'on est là dans cette radio et sur Terre. Sauf si le gouvernement intervient. S'il fait un cadeau fiscal à tout le monde, c'est autre chose. Mais est-ce qu'il a les moyens de le faire? Voilà. Est-ce qu'il a les moyens de le faire? Regardez. Moi, j'ai toujours appelé Macron au magicien. C'est quoi un magicien? C'est-à-dire qu'à un moment où ça commence à machin... En fumeur, alors. En fumeur, oui, si vous voulez. Moi, je l'appelle magicien. Il vous sort un petit truc qui calme. Aujourd'hui... mais quand le magicien est démasqué... Non, mais il n'est pas démasqué, Christophe, parce que je vais vous dire pourquoi. Le jour où il sera démasqué... Non, mais il n'est pas démasqué. Après ce qui s'est passé pendant un mandat, il a été réélu quand même, je le rappelle. Donc c'est quand même un sacré prestidigitateur. Il n'y avait le péril de Marine Le Pen. Il n'y avait aucun péril. Il y a l'extrême droite. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a? Il a sous la main deux choses en Allemagne, voire trois. La première, c'est les 100 milliards que les Allemands vont mettre donc pour leur propre économie. Si ça gonfle ici... Ah, l'élection, ok. Non, mais... Ça rejaillit. Non, mais qu'est-ce qu'il dit? Il a envie de communication. Il va imiter. S'il vous plaît. Il ne va pas imiter, il va dire ils ont fait 100, on va faire 50, on va repartir dans un truc. Et ça calme. Mais la France est endettée. Non, mais comme l'Allemagne. Mais longtemps qu'on s'en fout. Non, l'Allemagne n'est pas aussi endettée que la France. Le problème n'est pas là. Le problème de l'enfumage, c'est que quand on vous enlève. Le problème de l'enfumage, c'est quand on vous enlève 3 centimes sur un litre d'essence et que les gens sont contents, ça veut dire que la situation psychologique des gens est dans l'effondrement. Il a raison, Tarek. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te vend un litre d'essence à 1,80€, les gens sont contents. Ils sont contents. Et donc, on est des ouf quand même. Et donc, le problème, c'est qu'il y a deux... Amine, je termine. Moi, ce que je voudrais dire, il y a deux éléments. Il y a d'un côté l'effondrement économique, social des gens qui n'ont plus les moyens de faire de la résistance économique. Et de l'autre, c'est ils n'ont plus rien à perdre. Voilà. Non, je sais. Mais de l'autre côté, ils ont une espèce de résignation et qu'ils attendent la goutte d'eau qui descend pour les soulager. Demain, Macron fait un discours. Il dit il n'est pas normal qu'on soit à 19 de chauffage, on va passer à 20, il a gagné 3 semaines. Et c'est comme ça que ça marche. Non, mais je ne crois pas, je vais être très clair là-dessus. Je vais parler de gens du quotidien qu'on connaît tous. Et vous connaissez tous les mêmes personnes. Est-ce que vous avez autant entendu parler de l'augmentation des prix délirante? Tout le monde revient énervé du centre commercial. Et qu'est-ce tout le monde dit qu'il paye 20 € plus sur son panier moyen. Il achète moins, il enlève 2 produits qu'il met à la caisse. Ça, c'est au début. Mais ça, c'est au début, mais après... Mais ça va finir par énerver. Parce que vous imaginez que même ma propre mère, qui n'est jamais engagée politiquement, elle a dit il y en a marre. Elle en a vu toutes les couleurs, elle a connu les années 80 avec l'inflation 20%. Aujourd'hui, les conditions objectives d'une insurrection populaire par rapport à ce gouvernement s'il n'agit pas, s'il agit c'est autre chose. S'il agit avec la planche à billets, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, si jamais il n'agit pas, il y aura une explosion sociale. Ça ne peut pas durer. Et Macron, c'est vrai, tu dis il a été élu dans un fauteuil. 30% au premier tour, c'est énorme. C'est le meilleur score qu'on ait jamais fait en 5e République. Oui, avec une abstention record aussi. Oui, mais 30%, ça ne change rien. Il y a une assise électorale qu'il est en train de perdre. Moi, je pense l'abstention fait partie de la résiliation. Exactement. Oui, je sais bien, mais il faut le signaler. Et en même temps, quand on parle plus de politique, on se bagarre. Oui, mais alors, tu en as fait référence tout à l'heure, Amine. Ton avis là-dessus, Esmaïn aussi, rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps. Les gens ont délaissé totalement la politique. On a l'impression finalement que aujourd'hui, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est entre eux, c'est du entrisme, et on s'en tape complètement de ce qui se passe. Les Français ne s'y intéressent plus. Les gens n'y croient plus, et puis vous avez l'extrême droite qui a rappelé depuis des décennies, sans que personne ne vienne la contredire, sur le fait qu'aujourd'hui la France n'est plus souveraine et que c'est l'Europe, c'est le monde, c'est la mondialisation, etc. Et du coup les gens ont intégré ça. Et c'est pas la faute à Macron, c'est la faute à Bruxelles. Exactement. Et donc c'est pour ça que, à mon avis, c'est aussi ça, c'est un argument pour dire qu'il ne peut pas y avoir de mouvement parce que les gens ne voient plus l'État, le gouvernement ou en tout cas le responsable politique comme étant les responsables directs de leur situation. Et donc, s'il se passe quelque chose, ce sera surtout plutôt quelque chose des uns contre les autres. Stop, terminé.
On va prendre connaissance d'ailleurs de la mi-temps du match là, Suisse Brésil, les amis. Brésil. On a oublié, on a fait la politique, on a oublié le foot. Voilà. Dans un instant, Beverly Hills. Pour ceux qui regardaient, c'est Mam qui nous en parle dans un instant dans la belle histoire des génériques, le quiz, et on parlera un peu de football pour terminer cette émission tranquillement du LGF. 0-0. Merci d'être avec nous en direct sur notre Radio France Maghreb 2, la belle histoire des génériques consacrée aujourd'hui à Beverly Hills. La belle histoire des génériques. Beverly Hills, 1990-2000. Cette série américaine, symbole de toute une génération, ont marqué une empreinte indélébile à nos jeunes années. Aujourd'hui, la belle histoire des génériques vous conte l'histoire de la série Beverly Hills, diffusée pendant 10 saisons du 4 octobre 1990 au 17 mai 2000 sur le réseau Fox aux États-Unis et sur le réseau Global Network au Canada. Créée par Darren Star, cette série de 294 épisodes de 44 minutes nous conte les aventures de Brandon et Brenda Walsh qui viennent de quitter leur Minnesota natal pour emménager dans un luxueux quartier résidentiel de Beverly Hills, près de Los Angeles. Les premiers jours sont difficiles au lycée, mais il faut réussir à s'implanter et à s'atterrir la sympathie des lycéens. Brenda fait la connaissance de Kelly, la belle blonde, qui représente le stéréotype de la californienne, au départ fade et superficielle, mais qui se révèle avoir une certaine profondeur lorsqu'elle avoue avoir subi une agression sexuelle pendant ses années de lycée. Elle rencontre également Donna, personnage secondaire, au départ peu exploité. L'une et l'autre deviennent ses meilleures amies. Brandon devient l'ami de Dylan, le mauvais garçon au cœur tendre, qui fait chavirer plus d'une élève, ainsi que Steve et Andrea. Au fil des épisodes, la joyeuse bande connaît les joies et les peines des adolescents pendant leurs années lycée. Les personnages ensuite intègrent l'Université de Californie, ils y expérimentent l'indépendance et la notion de responsabilité. De nouveaux personnages sont introduits, Claire Arnolds et surtout la splendide et venimeuse Valérie Malone, cousine de Brandon et Brenda. Diffusée en France à partir du 10 février 1993 jusqu'au 7 avril 2001, elle sera rediffusée à de très nombreuses reprises, en 2002, en 2003, 2006, 2007 et en 2010 sur TF1. Sur une musique de John E. Davis, voici la série qui a fait connaître Shannon Doherty, Jason Priestley, Jenny Garth, Luke Perry, Tiffany Amber Thiessen, Brian Austin Green, Ian Ziering, Gabriel Carteris et Tori Spelling. Voici Beverly Hills, 1990-2000, TF1. Amine, est-ce que tu regardais Beverly Hills? Ah oui, j'ai regardé. Ouais, je suis sûr que t'es le seul d'ailleurs autour du plateau à avoir regardé Beverly Hills. Ah, je suis le plus jeune aussi. Bah je oui, crois. en même temps c'est normal. On a que des vieux autour de la table. Donc c'était voilà. C'était le début de l'adolescence pour moi. Donc. Bah oui, c'est ça. Gamin, il connaît pas Beverly Hills. C'est beaucoup trop récent pour lui. Viens, tu te crois où là? T'es pas à Beurre FM ici, viens. Allez. 01 40 33 9000 les amis, c'est parti pour le quiz. Le quiz. Allez, on y va avec mes petites questions. Tiens, petite question foot, messieurs. Est-ce que si l'équipe de France, par magie, remporte la Coupe du Monde de football au Qatar, est-ce que Karim Benzema sera également couronné du titre? Tout à fait, parce il figure toujours sur la liste des 26. Donc, effectivement. Il peut même jouer un match. D'ailleurs, hier, on a appris qu'il pourrait revenir peut-être. Oui, hier, il y a une question pour les joueurs marocains. Apparemment, il y a un joueur qui était à côté du stade, qui devait rentrer. Et à la dernière minute, il a dit à l'entraîneur qu'il ne pouvait pas jouer. Et il a été remplacé 1 minute. Oui, c'était le gardien. Voilà, 1 minute. Qui avait des vertiges juste avant. Alors, on va juste expliquer pourquoi. Donc, Karim Benzema, effectivement, vous le savez, s'est blessé. Il a dû retourner, de quitter le Qatar. Sauf que Didier Deschamps aurait pu le remplacer, Karim Benzema. Il n'a non seulement pas remplacé, mais il aurait pu aussi retirer son nom de la liste de la FIFA. Il l'a pas fait. Et je pense donc qu'il a eu merci raison Monsieur Deschamps, et je pense qu'il a eu raison. Et même s'il n'a pas raison, au moins c'était pour lui aussi une manière, même s'il n'a pas joué, peut-être de profiter de la fête, bien sûr. Il peut aller juste le dernier jour, c'est la France gagne la coupe, pour prendre la coupe avec ses goals. Donc voilà, ceux qui, les grandes gueules là, qui critiquent Deschamps et qui connaissent rien, franchement, voilà, encore une bonne affaire. Et il a changé comme Sarkozy. Non, il n'a pas changé. Et vous le savez très bien qu'il n'a pas changé. Il a été obligé. À l'époque, c'est Manuel Valls qui a fait ça. Voilà.
On va le dire clairement, c'est pas Deschamps. Obligé, on peut Non, et puis il y avait encore une fois la fachosphère derrière. Bah, bien sûr. Obligé, je vais faire un truc politique sur le Maroc. Avant-hier, il y a l'ancien Premier ministre marocain El Athmani qui a fait donc un tweet ou un Facebook pour dire j'ai été obligé par le roi pour signer la convention de la normalisation avec Israël. Donc ce n'est pas ma décision, c'est celle du roi que j'ai signée. Il fallait qu'il démissionne. Pourquoi il l'a pas fait? Voilà, c'est tout. C'est ça le problème. Tiens, c'est l'ambivalence des frères musulmans. De prendre une belle amende au travers d'un parti à Barcelone. Valls, 275 millions, 260 000 euros. Ouais. Effectivement, pour dépassement des frais de campagne. Décidément, Valls, il est vraiment, c'est un loser, on peut le dire. C'est clair. Vraiment, c'est la loose. Avec Gamal. C'est bien sûr ça, clochard. Non mais doucement, calme-toi quand même. C'est bien clochard. Il a plus d'argent, il va devoir payer 260 000 euros. Est-ce qu'il a toujours un garde-corps policier français aujourd'hui ou pas? Techniquement, oui. Techniquement, oui, mais pratiquement, clochard. Et d'autres moyens. Ouais. Alors, 2 semaines après l'effondrement, vous vous en souvenez à Lille, combien d'immeubles ont été évacués d'urgence la nuit dernière à Lille? Une centaine, il me semble. Non, beaucoup moins. Ça fait rêver 10. J'ai pas vu. Non, 4 immeubles ont été effectivement évacués d'urgence à 400 mètres du lieu où ça s'est déroulé à Lille. Il y a vraiment un problème de logement pour le coup. Tiens, un rappeur de quel pays a été arrêté fin octobre après avoir exprimé son soutien aux manifestations hostiles au régime et qui risque d'être condamné à la peine de mort? Ah non, c'est l'Iran. L'Iran, bonne réponse, effectivement. Voilà, à l'issue d'un procès qui a commencé d'ailleurs pas plus tard que ce week-end. Qu'est-ce que j'ai comme question? Tiens, combien de téléspectateurs ont regardé le match France 12 millions. 11 millions. Effectivement, oui. France, deuxième Italie. Non, pas Italie, il dit n'importe quoi, lui. L'équipe de France, donc Danemark. Voilà, 11 millions. Le premier, samedi à 17h. Oui, mais parce qu'apparemment, Christophe m'explique que c'est des histoires d'horaire. Ah oui, 17h. Parce que quand vous jouez à 20h, vous avez plein pot. Si vous jouez à 14h. Et France-Tunisie sera à 16h. Vous avez vu la force quand même du boycott, c'est impressionnant. Ah, incroyable. Ah, je vais boycotter. Le boycott, ça marche bien. Je suis pas sûr qu'il y ait 11 millions ou 12 millions de Français qui ont entendu parler. C'est la fameuse résignation dont on parlait. Non, mais je suis pas sûr qu'ils ont les 12 millions ont entendu tous le boycott. Ça veut dire que cette opération de boycott politicienne est passée à l'as. Bien sûr. Mais personne ne les écoute. Dernière question, qu'a sorti Borne pour la 6e fois? Le 49.3. Oui, pour l'adoption maintenant, en première ça vient tous les lecture jours. Je me lève la main. Qu'est-ce qu'on fait de la sécurité sociale. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait 49.3. Et si vous osez pour aller aux élections, votez. Souvenez-vous de l'utilisation du 49.3 sous Hollande. Les dégâts que ça crée. Regardez, aujourd'hui, on en est au 6e, il n'y a personne ne bronche. Voilà, avant c'était alors qu'il n'y a même pas de majorité à l'Assemblée. Avant c'était dramatique, on sentait le truc. Aujourd'hui, c'est si je vote, est-ce que je veux me faire réélire dans 2 mois? L'ironie du sort parfois terrible, Salah Hamouri, qui était déjà en prison lors de la Coupe du Monde 2018, est encore de nouveau incarcéré de manière totalement arbitraire par Israël pour cette nouvelle Coupe du Monde. Sa femme Elsa Lefort sera avec nous demain. Salah Hamouri, qui vient d'être quand même primé, on en reparlera justement, a reçu un prix. Bien sûr, Israël sera avec nous demain. Elsa Lefort sur France Maghreb 2 à 17h pour faire le point sur cette affaire très peu, voire pas du tout relayée par la presse française. Je pense que vous parlez de Salah Hamouri aux politiques français, ils ne savent même pas qui c'est. Voilà. Je lui ferai une suggestion demain. Il n'a qu'à demander la nationalité ukrainienne. Et là, tout d'un coup, tout le monde va dire il y a un Ukrainien qui. Non, il y a encore plus fort, israélienne. Alors, il cartonne là. Non, mais c'est les Israéliens, on ne touche pas. Mais c'est les Ukrainiens en Israël. Oui, on risque de... Israélien. Dans un instant, un peu de foot. On va voir si Abina il est vraiment bon. Tout de suite. Restez il avec connaît nous. Rien. Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous en direct. Allez, c'est notre moment un peu détente. En même temps, c'est la Coupe du Monde. Même si, effectivement, Gamal a raison. Il me disait en antenne, on n'a pas l'impression de la ressentir, cette Coupe du Monde, puisqu'elle se passe en hiver. C'est vrai que pour la Coupe du Monde, d'habitude, c'est les journées de printemps, les journées sont longues, les soirées sont longues. Il fait beau, les gens se mettent à la bière. Voilà. La bière, prendre de la bière à 11h du matin. Halal, bien sûr. Voilà, donc tout va bien. Mais là, voilà, c'est sûr que... Voilà. Moi, j'en ai raté plein. Mais pour l'instant, pas de débordement, messieurs. Pas de débordement, pas de problème d'insécurité. Il n'y a pas de l'équipe d'Algérie qui joue là-bas. Oh là là. Ça, c'est vilain, ça, monsieur. Non, c'est parce que ça, c'est en dessous la ceinture, ça, pardon.
C'est parce que la Tunisie ne gagne pas, sinon Ouais, on saurait c'est ça. la qualité. Exact aussi. Rendez-vous mercredi à 16h, les amis, France-Tunisie. Mais tu sais pourquoi on sort pas la Coupe du Monde? C'est parce que quand c'est en été, on est en vacances, donc on a le temps de regarder les matchs. Oui, Avec là, on travaille. Oui, tout à fait. Bon, le Cameroun a fait match nul ce matin 3-3 et le Ghana, très bonne équipe. Moi je voyais avant le Maroc cette équipe africaine voilà, franchir les groupes et pouvoir se qualifier en 8ème, j'y pense plus que jamais. La 3-2, magnifique match. Ghana, la Corée qui ont bien joué aussi. Et là il y a 0-0 dans la première mi-temps entre le Brésil et la Suisse. Et ce soir, le Portugal-Uruguay. Le Portugal qui a eu beaucoup de difficultés face au Ghana. Voilà, donc c'était jeudi dernier. Moi je la vois pas aller loin, cette équipe du Portugal, franchement, je vous le dis honnêtement. Alors demain messieurs, c'est la dernière journée, c'est la première journée des derniers matchs de groupe. Vous savez qu'il y a 4 équipes et il y a 3 matchs. Ouais. Et donc c'est le dernier match demain, des matchs qui vont se jouer à 16h et à 20h. Et donc des matchs qui auront lieu en même temps. Notamment, dans un premier temps, un Équateur-Sénégal, ainsi que Pays-Bas-Qatar. Ça c'est pour le groupe A. Équateur-Sénégal. Alors donc on va peut-être rappeler Amine Amsmaïn, si je peux avoir votre coup de main. Donc le Qatar c'est terminé, il rentre à la maison. Oui, c'est fini. Il reste à la maison. Le Canada aussi. Non, on parle pas du Canada là, on parle du groupe A, Smaïn. Pardon. On parle du groupe A là. Ah pardon. Voilà, Équateur. Alors Équateur-Sénégal. Les Sénégalais ont... Je les vois pas jouer là-dessus. Je les vois pas de force. Je partage ton avis. Non, je les vois pas, ils sont pas là. Ils sont pas là, sincèrement, le Sénégal, ça va rentrer à la maison très vite. Dakar direct. L'Équateur ont un coup à jouer peut-être, messieurs? Ouais, très petit. Très petit coup à jouer. Je pense que c'est pas là que ça se joue. Il en faut un quand même, parce que l'autre match c'est Pays-Bas-Qatar. Pays-Bas, à mon avis, ils vont gagner. Tu penses qu'ils vont gagner, t'es sûr? Oui. Les Pays-Bas, ça va se maintenir. Mais ils vont pas perdre 2 fois? Ils ont perdu déjà 2 fois, les Qataris? Les Qataris ils ont perdu 2 fois. Absolument, 2 fois de suite, c'est mort, c'est fini. C'est mort. C'est pas une équipe, c'est une blague. Ouais, c'est une blague, c'est clair. C'est l'Arabie qui est surpris. Donc, oui. Mais elle a surpris un match. Le deuxième, ils ont déconné. Oui. Ils ont carrément déconné. Donc alors, Équateur-Sénégal, tu vois quoi, Amine? Sénégal, moi je vais dire Sénégal quand même. Sénégal, ouais. Il y a une petite chance. Petite chance. Gamal, toi, je te demande pas. Sénégal. Je pense que il peut y avoir un petit réveil là du côté du Sénégal. Tarek Mami, Équateur-Sénégal. Équateur-Sénégal. Sénégal pour le cœur. Pour le cœur. Pas pour le pronostic. Ils ont de bons joueurs. Et alors, on est toujours un peu influencé. Pays-Bas-Qatar, Amine. Ouais. Pays-Bas-Qatar, je pense qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Les Qataris n'ont pas montré. Quel est le classement aujourd'hui des Pays-Bas? Alors regardez s'il vous plaît, regardez le groupe A. Bien placés, ils sont dans la petite, dans les 10 premiers, ouais. Non mais je veux dire, est-ce qu'ils ont gagné combien de points? Je veux dire, est-ce qu'ils ont gagné un match? Ah là aujourd'hui ils sont premiers du groupe. Non mais est-ce qu'ils ont gagné un match, 2 matchs? Ils ont gagné un match et ils ont fait un nul, je crois. Donc ça fait 4 points. 4 points, donc ils sont obligés de gagner. S'ils avaient gagné 2 matchs, M. Sarkozy peut appeler pour arranger le résultat avec Platini, avec tous les autres. Peut-être, ouais. Il peut arranger le 3e match. Donc ça peut nous donner Pays-Bas, Équateur qualifié, on est d'accord là-dessus? Non, Pays-Bas, Sénégal. Pays-Bas, Sénégal, je les vois pas. Moi je les vois. Ouais. Alors, à 20h, alors là il y a des matchs. Après il y a le meilleur 3e. Non, il n'y a pas cette année. Non, direct, c'est les 2 premiers. C'est premier, deuxième. Alors demain soir à 20h, ça va être des matchs assez marrants, notamment Iran-États-Unis. Ah, ça va être alors là, deuxième rencontre. Là, les amis, c'est un match choc pour le coup. Ouais, mais c'est la deuxième fois, c'est pas la première fois. Il y avait déjà eu un match Iran-États-Unis aux États-unis. Non, mais étant donné les circonstances. C'était meilleur en Gamal. C'est pareil. Iran qui avait perdu son premier match terrible contre l'Angleterre 6-1 et qui se sont repris au deuxième match, qui ont gagné leur deuxième match. Il faut dire, peuvent-ils battre les États-Unis Je pense qu'il y a une fierté nationale. Non, pas sûr. Ouais. Les Américains sont forts, mais il y a une grosse fierté nationale iranienne. Parce que les Iraniens, en fait, c'est une très bonne équipe. La première performance. S'ils battent les États-Unis, c'est comme s'ils gagnaient la Coupe du Monde, non, les Iraniens? Non, parce qu'ils l'ont déjà fait. C'est pas pour ça. Non mais au contexte parce mais que il y a toujours cette défiance. Il n'y a pas de politique dans le foot. Bien sûr qu'il y a la politique, mais il y a toujours une défiance. C'est comme la Tunisie et la France, c'est l'ancienne puissance coloniale. Bon, on connaît la musique. Bon, l'Iran pour toi, Gamal? Je suis mitigé. Moi, je suis pour l'Iran, c'est clair, mais je suis pas sûr du résultat. Smaïn, l'Iran? C'est l'Iran. Ouais. Amine? Moi, je vois bien un nul. Ah ouais. Tarek, Iran, nul. États-Unis, très bien. Avec une équipe iranienne qui va tout faire pour battre psychologiquement les Américains. Angleterre, Pays de Galles.
Angleterre, c'est un derby, ça. Ça, c'est un derby, les amis. Un gros Ouais, derby. mais l'Angleterre est quand même au-dessus. Hein. Ouais. L'Angleterre est au-dessus. Les Gallois, je les mettais en foot. Hein, les Gallois, c'est pas ce qui se fait de mieux en football quand même. Ils n'ont pas de palmarès, c'est clair. Puis il y a quand même des internationaux anglais qui évoluent tous dans des grands clubs. C'est une grande nation de football, donc il n'y a quand même pas photo là. Bah, c'est lui qui l'a inventé. Angleterre, on est tous d'accord là-dessus. Yep. Bon, très bien. Demain, on connaîtra ainsi les deux premiers matchs des huitièmes de finale. France-Tunisie, c'est quoi dis-moi tout. Mais c'est mercredi, ça. Mais oui, mais je veux le savoir, moi. Je suis là, je veux en parler, quoi. Les Français veulent savoir. Ils sauront demain. Ils sauront demain, mais de toute façon, sans nul doute, je vous le dis, la France va gagner, sans problème. Ah, bah, c'est pas sûr, hein. Ouais, si, Monsieur Mamie a dit le contraire. Il m'a dit non, les Asiates, ils ont pris Larissa. Non, c'est la France qui va gagner. Voilà, même Ismaël le dit, tu vois. C'est la France qui va gagner, on est d'accord. C'est pas gentil pour les Tunisiens. Ah bah, ça va. Faut être réaliste quand même, pas mal. Alors, l'équipe de Tunisie est faible. Mais avec Riri, non. L'équipe de France, probablement, Didier Deschamps va laisser des joueurs au repos, ça c'est clair. Mais c'est pour ça qu'on a tout intérêt à soutenir l'équipe de Tunisie. Parce que pour les Français, c'est fait. Déjà fait, bien sûr. Mais voilà, ce serait bien d'avoir une équipe la première place. Une équipe de Tunisie. C'est la première place et c'est pas négligeable. Ouais, mais ça change pas grand-chose.